Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Cette semaine, un épisode coup de vieux, puisqu'on va profiter de cet épisode pour un peu revenir sur ce que on a appris sur le basket et la NBA après cette longue aventure Dunk Hebdo qui va bientôt toucher à sa fin. Pour ce faire, j'ai forcément avec moi Tom. Comment ça va, Tom, pour ce podcast matinal? Ah, très bien, écoute, hein, ça me rappelle les grandes heures où tu étais en Corée, ben, nous on enregistrait avec l'équipe du matin et l'équipe du soir. Et voilà, on enregistrait à l'aube, vraiment à l'aube justement. Et puis voilà, c'est toujours plaisant d'enregistrer avec toi et puis de retrouver Alan, hein, pour Oh la là petite là, oh surprise. le secret est dévoilé, Mhm. effectivement. 3 ans après son dernier épisode, il fait son retour. Comment ça va, Alan Guillou de Santa Clara? Ah, franchement, ça fait bizarre. Là, franchement, ça rappelle des souvenirs. Salut les gars. Bah, déjà, moi, je suis archi content d'être là parce que c'est là où j'ai commencé et tout. Donc, super content juste de pouvoir parler avec vous. Et puis, ça fait revenir un peu des souvenirs. Juste, je suis plus dans un. Ma connexion Wi-Fi est meilleure. Et, et voilà, je suis plus à Paris. Je suis en Californie. Donc, c'est super différent. Mais je suis toujours le premier auditeur. Donc, Du coup, tu as Oh, c'est- franchi de la caution Montaigne, hein. Oui, là, il y aura peut-être les anglicismes vont peut-être glisser. On va pas en vouloir Alan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va profiter d'abord, on va passer la première partie du podcast à prendre des nouvelles d'Alan, comme si vous n'aviez rien suivi de l'aventure, les aventures d'Alan Guillou au pays de Donald Trump. Donc, on va en profiter pour prendre de ces nouvelles. Et ensuite, on va parler tous ensemble de ce qu'on a pu apprendre à propos de la NBA et du basket pendant ces 10 dernières années, même un peu plus, parce que, et là, l'anecdote est incroyable. Je cherchais, en préparation de cet épisode, je cherchais la date à laquelle vous êtes entré chez Dunk Hebdo, mais entré dans Dunk Hebdo, pas le podcast, hein, vraiment la version avant, la version site, blog, et je suis tombé sur une chose absolument incroyable. Tom est arrivé le dimanche 29 décembre 2013 à 23h59. Le mail, je l'ai reçu. J'ai reçu le mail d'Alan le lendemain, le lundi 30 décembre 2013 à 15h46. Quand même, l'anecdote est complètement folle, hein. Il y a Incroyable. 16 heures d'écart entre les deux. Donc, comme quoi, hein, le destin était fait ainsi. Mm. En tout cas, avant de commencer de prendre des nouvelles d'Alan, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast comme d'habitude, sur YouTube, sur Twitter, etc. pour la fin de Dunk Hebdo et pour la nouvelle aventure qui va s'ouvrir, hein. Ensuite, le spin-off dont vous aurez bientôt des nouvelles. Enfin, je ne sais pas, je m'avance peut-être. En tout cas, nous, on va marquer cette pause et on se retrouve pour faire un petit bilan avec Alan. Alors, Alan, remontons en arrière. Ta dernière apparition dans le podcast, c'est à l'été 2022 avec Tom, Ilias qu'on salue, moi-même et donc toi, parce que tu étais forcément dans ta dernière apparition. Alors, à ce moment-là, tu pars pour Santa Clara après avoir passé plusieurs années avec nous, du côté d'Envergure, on t'a vu dans d'autres médias, etc., avec des missions diverses. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons que je sorte du coma. Là, il s'est passé quoi entre aujourd'hui et maintenant? Et je ne parle pas de changement capillaire. Que s'est-il passé? il s'est passé pas mal de choses. Euh, Là, je viens de terminer, disons que j'ai terminé je suis- cet été 2022, je suis parti, je peux te le faire super chronologiquement. Cet été 2022, on enregistre le podcast et ensuite, je pars, j'avais signé avec Santa Clara il y a pas mal de temps avant et il m'envoie scouter des tournois en Europe, de jeunes et ensuite, tous les 4 ans, les facs, elles peuvent faire des voyages en Europe, ou à l'étranger, ce qui s'appelle des foreign tours, pendant 10 jours. Et en fait, je suis tombé l'année où Santa Clara, il venait et c'était Madrid, Barcelone et Paris. Donc en fait, j'ai pas rencontré les joueurs et tous les membres du staff aux États-Unis, je les ai rencontrés en Espagne et à Paris. Ça a permis de d'un peu faciliter les choses. J'ai joué au ping-pong contre Wayne Podziemski à Barcelone, alors qu'il était encore un joueur chez nous. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis. Je suis parti en septembre 2022. J'étais grade assistant, comme j'avais dit à l'époque. Donc, j'avais une bourse. Je faisais un master, j'avais une bourse et j'étais un peu dans le bas de l'échelle du staff. Je faisais tout ce qu'on me demandait. Mais l'une des missions principales qu'il m'avait donné, c'était de construire une base de données de joueurs étrangers, notamment français, qui pourraient être des cibles pour Santa Clara. Maintenant, là, en 2025, je pense que les gens voient, mais le boom du recrutement international en NCAA, il est plus fort que jamais. Mais il y a 3 ans, c'était
pas pareil. Ça a changé très, très rapidement. Mais à l'époque, il fallait déjà plus aller dénicher des talents un peu moins sous-cotés, des gars qui potentiellement ne pouvaient pas jouer d'entrée en Europe et se présenter tôt à la draft via l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'ils me prennent. Mais voilà, donc j'ai fait 3 ans, j'ai fait 2 ans grade assistant. Et ensuite, mes coachs voulaient que je reste dans le stade, donc ils m'ont créé un poste qui s'appelait assistant directeur analytics et player personnel. En gros, c'est un gros titre pour dire que je faisais un peu touche à tout, tu vois. Je faisais un peu de scouting, un peu de tactique, un peu de recrutement, un peu d'analytics, parce que mon head coach est un peu old school, mais il a envie un peu d'être un peu dans la modernité sur certains trucs, certains aspects, parce qu'il sait que sinon ça va être compliqué. Et là, depuis une semaine, ils m'ont encore monté en tant que directeur des opérations basket. Donc, je vais commencer ma 4e année dans quelques semaines. Et voilà, je fais beaucoup de recrutement, beaucoup de scouting, de la tactique, un peu tout, touche à tout. Et j'ai de la chance d'être dans un staff qui me laisse beaucoup de liberté et qui, franchement, me donne beaucoup de confiance. Donc, c'est super enrichissant et super cool. Et quel paramètre a le directeur des opérations? Directeur des opérations basket, on va dire qu'il est un peu moins centré sur le terrain que les assistants coach. Il est un peu plus dans ce qu'on appelle les opérations au jour le jour. C'est-à-dire que c'est bête, mais c'est moi qui peut gérer toute la partie voyage, la partie pendant la saison, être sûr qu'on est bon sur tout ça, voyage, avion, tout ça. Mais ils m'ont donné ce titre-là avec, en plus, mon head coach qui veut quand même que je reste sur la mission scouting et analytics. Il m'a dit, tu dois quand même rester sur ça. C'est sur ça que tu nous apportes une plus-value. Donc, en gros, ils ont étendu un peu mon portefeuille de missions, mais je reste surtout quand même beaucoup sur le scouting et sur les data, un peu de tactique défensive. J'en parlerai plus tard. C'est un peu le truc que j'ai le plus, j'ai vraiment appris depuis 3 ans. J'étais l'assistant du coordinateur défensif, donc ça c'était plutôt cool. Donc je vais encore un peu l'aider, mais un peu moins que les années d'avant. Peut-on dire que tu es le GM Alan Guillou maintenant? Ou non, c'est... Non. Non. Non, c'est marrant, au collège basketball, il y a de plus en plus de GM. Par exemple, il y a OKC qui ont perdu 2 de leurs scouts qui sont devenus GM pour des plutôt grosses facs, parce que comme il y a le portail des transferts maintenant et de l'argent en jeu, il y a beaucoup plus de turnover dans les effectifs. Donc, il faut avoir des gars qui puissent un peu évaluer les talents. Il faut même des gens qui puissent, enfin, pas vraiment du salary cap, parce qu'il n'y a pas de salary cap, mais il faut un peu avoir une idée de projection de budget, quoi. Donc, ça demande plus qu'avant, où avant, vraiment, le coach, il faisait tout. Recrutement, il s'occupait de tout. Maintenant, il faut un peu plus de choses. Donc, je suis pas GM, je suis pas le GM, mais je fais des choses qui ressemblent un petit peu à ce que font des assistants GM en NBA, mais avec beaucoup moins de difficultés sur tout ce qui est salary cap et tout ce qui est contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat en fait. Tom, si tu as une question, je t'en prie. Ou si tu n'en as pas, on peut continuer. Ah non, moi j'écoute un grand écouteur j'écoute avec attention ce que me dit le JM. Le JM à Guillaume, parce qu'effectivement c'était une privée joke à l'époque où on faisait la draft à une certaine époque. Justement, fallait construire des rosters. Je me souviens justement d'une draft où on devait faire des échanges avant la draft on avait parlé de Ben Bentil, de ces mecs-là. Franchement, non, mais ça fait plaisir en tout cas de voir l'évolution d'Alan. Et puis, comme j'aime dire, enfin, c'est peut-être un parcours qui va créer des vocations en plus. Donc dans le futur, peut-être que Alan il va inspirer d'autres personnes. Alors je sais pas si la route qu'il a empruntée sera la même, puisque faut pas sous-estimer tout le travail, tout ce qu'il y avait en fond derrière. C'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui ont vu Alan quand il a été signé, ou quand il a eu un peu plus d'exposition au niveau d'envergure, ou quand il faisait des débriefs de draft et il parlait des mecs 60e ou des mecs non draftés sans script, sans rien. Peut-être que les gens l'ont découvert là, mais c'est quelqu'un qui bosse énormément, et puis ça fait plaisir de le voir récompensé et de voir que voilà, son travail, ses sacrifices sont payés, quoi. Donc ça fait plaisir.
Mais de l'inspiration, il y en a déjà parce que quand on a mis en place des recrutements, il y a déjà le nom d'Alan Guillou qui est apparu plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce qu'il est en train de postuler de manière anonyme? Non, non, en fait, c'est le parcours m'a inspiré. Sauf qu'il y en a, comment dire, c'est un peu comme les trailblazers, tu vois, les gens qui vont casser certains plafonds de verre. C'est pas tout le temps la même route qu'il faudra prendre. Voilà. En tout cas, félicitations Alan, que cette expérience que l'on va mettre à disposition aujourd'hui de tout le monde, parce que dans notre format d'aujourd'hui, on va profiter de l'expérience d'Alan pour un peu agrémenter certaines de nos réflexions par rapport à justement ce qu'on a appris sur le basket, sur la NBA, sachant que voilà, on se côtoie tous depuis 2013. Oui, on n'a pas arrêté de parler à Alan quand il est parti aux États-Unis. Voilà, voilà. C'est pas 3 ans, on l'a pas redécouvert là tout à coup. Oh, il y a les cheveux un peu plus. J'envoie juste des messages quand je regarde les matchs, et les gens, et maintenant ils dorment plutôt qu'on regarde ensemble les matchs parce qu'on dormait pas la nuit. Ouais, bah oui. Ouais. Et la spéciale Alan Guillou, c'est nom d'un mec de Dunk Hebdo, parle-moi de insérer un joueur. En général, c'est parle-moi de. Bref. Alors, commençons. Vous avez principalement vous deux, moi aujourd'hui, je vais me mettre vraiment présentateur. Vous avez inséré des petites leçons que vous avez pu tirer de ces 10 ans et un peu plus à regarder la NBA. Tom, je vais commencer par toi et on enchaînera parce qu'il y a ce que j'ai appelé le facteur humain. Ici, et Tom, tu m'as mis les joueurs sont avant tout des hommes. Je t'écoute. Alors c'est vrai que, à l'époque où j'ai commencé la NBA, je regardais entre guillemets le joueur de basket essentiellement par le prisme du joueur de basket. Et au fur et à mesure des années où j'ai commencé à suivre, je me suis vraiment rendu compte que, effectivement, exactement comme nous, quand tu as des choses qui se passent dans ta vie, ça a forcément un gros impact sur ce que tu vas pouvoir produire dans ton travail. Et effectivement, les joueurs, on le voit, tu vois, par exemple, tu vois, si Jay McCollum, la saison, il a dû négocier le CBA, voilà, sa saison était down. Les joueurs, quand ils sont dans des procédures de divorce, ils sont down. Quand ils ont des problèmes de santé mentale, ils perdent leur père, des trucs comme ça. Ils ont des moments de moins bien aussi. Il faut savoir l'accepter. Et c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, la NBA m'a appris à être, alors, d'extérieur, tu regardes, tu te dis, ouais, le gars, il est payé tant, donc il doit délivrer ça, mais c'est avant tout un être humain, et même s'il est payé tant, il y a des choses qui vont impacter sa vie, et les choses qui impactent sa vie auront forcément une résultante sur ce qu'il va faire sur le terrain. Tu vois, par exemple, j'ai énormément de respect pour un gars, par exemple, comme DeMar DeRozan. Alors oui, DeMar DeRozan, c'est pas forcément le joueur le plus analytics friendly, tu vois, mais son histoire, son parcours, et alors ça change pas entre guillemets la valeur qu'on peut estimer du jeu du joueur, mais je trouve que voilà, c'est un gars qui a parlé beaucoup des problèmes de santé mentale et tout ça, et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est pas assez en tout cas mis en avant, et moi c'est vraiment une chose le facteur humain, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus pris en compte, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup évolué entre le moment où j'ai commencé à suivre la NBA et aujourd'hui. Je pense qu'on peut d'un côté voir ça comme l'évolution de ta vision et aussi la maturité aussi, parce que je pense qu'on a tous grandi. Entre 2013 et maintenant, on est mineur en 2013, je crois, Alan et moi, on est de la même année. Voilà, donc il y a une certaine évolution. Mais c'est là où l'aspect terrain d'Alan est assez intéressant. Terrain dans le sens vie quotidienne avec les joueurs. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien, de voir les joueurs qui ont des problèmes perso, des problèmes, je sais pas, de familiaux, de cœur, etc. Et à quel point ça peut avoir un impact sur leur performance. Ouais, franchement, c'est pour ça on a de plus en plus d'investissement qui est fait dans avoir un psychologue, avoir des choses comme ça au jour le jour, des thérapies, que ce soit individuelles ou collectives, et que ce soit aussi séparé des staffs. C'est-à-dire que dans la plupart des choses, par exemple, la plupart des staffs, des staffs NCA, par exemple, il y a une psychologue qui est là, mais ou un psy, ou une psy, et quand les joueurs la rencontrent, il y a un droit de secret avec ce qu'elle va dire avec le staff, parce qu'on ne veut pas que... Il y a des gens qui peuvent être un peu plus old school dans ça et qui peuvent un peu mettre ça de côté, mais c'est majeur. Tout ce qui est, comme tu as dit, santé mentale, famille, tout ce qui est lié. Donc, famille, ça peut être deux choses. Ça peut être des problèmes familiaux et ça peut être une paternité ou une maternité, des choses comme ça qui sont vraiment super importants et super clés dans la santé mentale d'un joueur. C'est tellement
Euh, Quand on voit la NBA, c'est les meilleurs athlètes du monde, mais et donc c'est vrai, si t'es pas à 100% et si t'es pas vraiment apte mentalement, physiquement, psychologiquement, ça va se voir en fait, ça va se voir et tu vas avoir du mal. Donc ça c'est sûr qu'il y a une maturité en tant que fan de de voir, de pas juste voir le joueur et pas juste sur la performance qu'on voit pendant 48 minutes sur le terrain et voir le reste. C'est sûr que c'est quelque chose qui vient avec la maturité, avec l'âge. Et quand tu es au jour le jour avec des joueurs, tu peux vraiment voir les hauts et les bas. Surtout nous, moi, parce qu'ils ont entre 18 et 21 ans, 22 ans, donc là, c'est encore, ça peut être encore plus, les réactions peuvent être encore plus, les bas sont encore plus bas, les hauts sont encore plus hauts, on peut dire. Donc, c'est majeur. C'est vrai que c'est un super bon point pour commencer, parce que c'est en tant que fan, la, 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 la manière de voir et de percevoir une personne et un joueur, elle ne peut que changer par rapport à quand on est plus jeune, on est un peu plus pas romantique, mais on est un peu plus voilà, Mhm. passionné, énervé plus facilement, ou des choses comme ça. Mm. Oui, puis c'est un âge où je pense que tu as très bien dit, on peut facilement imaginer que les émotions vont, je sais pas, moi peut-être bloqué Crescendo. dans un mauvais film hollywoodien, j'imagine la star qui se fait quitter par sa meuf la veille d'un match important, tu vois, par exemple, tu Ouais. peux imaginer des trucs comme ça totalement. Sur cet aspect-là, je me demande à quel point dans les futures années, alors la fantasy draft a toujours, les drafts fantasy ont toujours existé, mais l'impact croissant des paris sportifs, je me demande à quel point ça va pas en accélérant ce phénomène de déshumanisation de certains joueurs. Et encore, sachant qu'on est dans un sport collectif, c'est moins, je pense, violent que ce qu'on peut voir dans certains sports comme le tennis, où on est le micro betting, je crois que ça s'appelle comme ça, fait déjà des ravages. Euh, Si je peux me permettre de continuer là-dessus, Alan, tu as noté quelque chose qui est assez lié selon moi, c'est, je te cite, les joueurs peuvent changer, écouter et s'adapter tant que tu es dans la pédagogie et l'explication. Ah, je pense que ça va nous permettre d'en apprendre plus sur ton vécu, ton expérience et surtout de pourquoi tu en es arrivé à mettre ça comme une des plus grands, des plus grandes conclusions de ton apprentissage entre guillemets du basket. Ouais, ça c'est un truc que j'ai vraiment plus compris l'année dernière. Donc pendant ma troisième année, un de nos buts c'était d'améliorer notre efficacité en attaque. C'était une consigne de notre coach. Il fallait qu'on soit plus efficace parce qu'en fait, en NCAA, pour essayer d'aller au tournoi de la March Madness, tout est histoire de métrique en fait. Tout est histoire de métrique et d'efficacité. Il y a des espèces de plein de métriques, elles sont calculées avec des efficacités et en fait l'effective field goal percentage, c'est l'un des l'une des choses qui te booste le plus dans ces indicateurs. En fait, on a bossé avec des chercheurs des étudiants chercheurs qui font des algorithmes à Santa Clara, parce que c'est une fac très très poussée sur l'informatique et dans la Silicon Valley. Et en fait, ils ont fait des réductions linéaires, tout simplement, sur ça, et on a pu comprendre dans quel stade c'était important d'être bon pour que nos métriques soient boostées. Voilà. Et en fait, on a présenté ça au staff, et donc c'était effective field goal, un des premiers qui est ressorti. Et donc je dis, bon, bah, faut qu'on soit plus efficace, quoi. Faut qu'on soit plus efficient dans les tirs qu'on prend. Et donc, bah, il faut qu'on arrive à dire à certains joueurs qu'ils ne sont pas efficaces, en fait, qui prennent des tirs dans lesquels ils ne sont pas bons. Et moi, j'avais un peu cette appréhension de me dire, bah, j'ai pas un passé de basketteur, j'ai pas un passé de basketteur professionnel, et et je vais expliquer avec une espèce de shot chart où je vais expliquer avec des chiffres et tout à des gars que bah, c'est fini en fait. Ce tir-là, tu peux plus le prendre. Ce tir-là où tu penses que toujours les phrases de ah, mais ça, c'est mon spot, ou c'est des choses comme ça, et ben, en fait, t'as plus le droit de le prendre. J'avais un peu cette appréhension. Et donc, on a fait ça, mais on a fait ça un peu de manière pédagogique en leur montrant plus en fait là où ils étaient vraiment efficaces et les choses qui allaient vraiment leur permettre deux choses, un, de gagner des matchs et de deux, en fait, de montrer qu'ils avaient un profil attrayant pour la NBA. Parce qu'en fait, à la fin des fins, si on montre à un joueur de college que son profil est attrayant pour la NBA, il va écouter, en fait. Il va écouter, il va vraiment essayer de faire ce qu'on lui dit. Et en fait, à force de ça, j'ai fait des meetings individuels avec pas mal de joueurs où voilà, on regardait un peu leur shot chart. Ça, voilà, j'ai pas vraiment envie que tu prennes ce genre de tir. Pourquoi? Bah, je vais te montrer pourquoi. Et en fait, eh ben, ça a marché. L'année dernière, ça a marché avec
quasiment tous nos joueurs qui ont accepté de plus prendre, on va dire, des longs 2, on va dire, allez, les longs 2, un peu en sortie d'écran, long 2, des longs flotteurs, pour prendre beaucoup plus de 3 points en fait. Et en fait, ils l'ont. Au début, il y avait un peu de non, ils le faisaient quand même. Puis en fait, après, ils ont compris que s'ils comprennent que le staff il est vraiment uni à fond dans ça et que s'ils respectent pas, ils vont pas jouer. Déjà là, il y a la première des choses. Mais en deux, ils ont vu qu'on gagnait beaucoup plus de matchs, qu'on mettait beaucoup plus de points. Et en fait, ils ont tous, à la fin de l'année, on a tous parlé, on a fait des débriefs d'après-saison. Ils ont dit ouais, maintenant je comprends vraiment. Et en fait, après, ils se coachaient entre eux. Non, ça c'est un mauvais tir, tu peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que notre point par possession ou notre point par shot pour ce tir, il est pas bon. Et j'étais là à l'entraînement, je disais, mais faut me pincer en fait. Et en fait, c'était vraiment super intéressant de voir ça. Après, on avait un groupe qui était assez vétéran, mais qui avait vraiment envie de gagner, de faire quelque chose en commun. Là, on a un groupe beaucoup plus nouveau, mais on fait encore la même chose. Et pour l'instant, pour l'entraînement de l'été, ça se passe un peu pareil. Donc, c'est l'une de mes grandes leçons. C'est que si tu t'expliques, t'argumentes, t'es pas dans le tout blanc, tout noir et juste non, t'as pas le droit, mais plus dans regarde quand c'est ça, et en fait, les joueurs NBA, les joueurs NCAA, certains joueurs NBA, je suis sûr qu'ils sont dans la capacité de s'adapter et de suivre des consignes. C'est un peu le côté implacabilité entre guillemets du chiffre, dans le sens où effectivement, quand tu es un joueur de basket ou quand tu joues, tous les tirs, tu te dis, tu prends pas un tir en te disant si je le rate, enfin, tu prends tous les tirs en te disant que tu vas les mettre. Et en fait, c'est vrai que avec l'implacabilité chiffrée, où tu dis ce tir-là, quand tu le prends, même si tu le mets, ça nous rapporte entre guillemets que ça, quoi. Alors que tel tir, si tu le prends, ça nous rapporte ça. Même si on en a parlé sur le podcast de l'efficacité, parfois certains tirs qu'on prend peuvent engendrer des choses où sur l'autre, la possession défensive, on part avec un moins. Même si quand tu rates un tir, normalement c'est 0, mais parfois c'est comme si c'est un peu moins 0,5 ou moins 0,3, puisqu'au final l'endroit où les adversaires peuvent récupérer le ballon, ça va faire c'est de la transition, des choses comme ça, des choses qui te coûtent cher en défense, quoi. Et je trouve que le fait d'insister sur l'aspect pédagogue, c'est très intéressant ce que tu as dit, Alain, parce que on parle souvent comme c'est le métier des joueurs NBA, si on ramène ça à la NBA, on part souvent du principe qu'ils vont prendre comme argent comptant tout ce que leur propose leur coach. Et si on peut penser à l'exemple la saison dernière de Adrian Griffin du côté des Bucks, ce qui avait pas marché, ça avait été très bien décrit dans un article de The Athletic, c'est l'aspect pédagogique ne marchait pas. En fait, c'est-à-dire que les joueurs n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils devaient faire ça. Donc Lopez comprenait pas pourquoi il devait jouer en drop et quel était l'intérêt pour lui de changer ce qu'il avait été longtemps fait dans sa carrière ou qui avait amené de la réussite. Et c'est en ça, j'imagine que l'aspect statistique, essayer de prouver par A plus B pourquoi ça a de l'intérêt pour eux, c'est vraiment, effectivement, c'est assez important. Je me permets une autre parenthèse football américain. Désolé. En plus, maintenant, là, on est en supériorité. Il y a Alan avec moi. Celui qui était le coordinateur défensif de Baltimore il y a un an et demi, Mike McDonald, qui est maintenant coach principal de Seattle, qui a un peu révolutionné la manière de faire la défense à Baltimore, qui est pourtant une équipe qui était connue pour ça. Il y avait eu beaucoup d'interviews de lui et les joueurs avaient dit, en fait, ce qui fait de mieux, c'est pas être un génie maléfique pour mettre la pression au quarterback adverse, c'est expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont tous dit, j'ai l'impression d'être en cours et pas en cours de manière, pas un cours magistral à 8h du matin que t'as pas envie de suivre. Non, un vrai cours dans lequel on t'apprend et on t'explique pourquoi tu as de l'intérêt à faire ça. Et je pense que cet aspect pédagogique, parce que on peut difficilement en parler, mais je comprends à quel point ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Et en cela, Alan, est-ce que ton âge joue? Tu sais que c'est un truc sur lequel j'aime bien te lancer. Est-ce que ton âge joue dans l'aspect pédagogique, sachant que on est tous les deux des 96, la barrière des 30 ans arrive, c'est absolument terrible, mais est-ce que ça te permet pas d'avoir une relation un peu plus proche avec tes joueurs plutôt que celle de ton head coach qui, tu l'as dit toi-même, est un peu plus d'une autre génération? Bien sûr. Oui, ça joue. Ça joue parce que tu peux parler, tu peux créer la relation avec le joueur sur autre chose que du basket. Dans un premier temps, même si ce qui nous lie, c'est le basket, tu peux parler de là où j'arrive souvent à créer la relation avec eux, c'est que je connais des joueurs contre qui ils ont joué, avec qui ils ont joué. Je peux les lancer sur les joueurs qui les ont les plus impressionnés, avec qui ils ont joué,
ou ça. Et donc ça, déjà, ça peut créer un lien, un premier lien. Ensuite, on peut parler, mais l'âge, ça joue bien sûr parce que il faut quand même que à la fin, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui font le choix en fait, ceux qui choisissent de jouer et de prendre les décisions. Mais c'est vrai que l'âge joue énormément. Ça joue énormément et c'est vrai qu'avoir cette relation que j'ai avec certains, parce que certains, je les ai connus quand j'étais grade assistant et maintenant je suis dans le staff, il y a toujours cette relation un peu différente qu'avec, par exemple, mes head coach ou les assistants sont plus 40, 45 ans, parfois 50 ans, où là, il y a plus, déjà, des générations différentes, mais il y a aussi, eux, une génération où c'est un peu différent la manière qu'ils ont d'appréhender le basket. C'est-à-dire que il y a certains piliers de stratégie et de tactique qui sont là depuis 40 ans et sur lesquels des fois ils veulent pas revenir en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait et donc on va pas changer. Là où je trouve que euh, avoir un staff avec plusieurs âges, plusieurs générations, ça te garantit d'avoir un peu de challenge, même entre nous, le staff, et donc ensuite avoir potentiellement plusieurs points d'accroche avec les joueurs. Totalement. Parler d'autre chose que le basket parfois. Ouais. C'est ce qu'on dit parfois si on ramène ça au podcast, c'est que un des conseils qu'on avait fait dans le podcast sur les podcasts, c'était la capacité de parler à d'autres choses que du basket avec la personne pour créer des liens qui dépassent un peu ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le facteur humain, les gars? Qui est, ajoutons, non, allons-y sur ce que j'ai appelé maintenant le facteur imprévisible. Tom, tu nous as mis comme un de tes enseignements, c'est l'imprévisibilité de la ligue. Oui, l'imprévisibilité de la ligue dans le sens où, franchement, les prédictions dans 3 ans, telle équipe, ils feront ça. Dans 2 ans, là, ils ont tel niveau. Dans 3 ans, lui, il sera MVP. La ligue est trop imprévisible pour ça. Il y a trop de talent dans la ligue. Il y a trop de facteurs externes uniquement au jeu qui rentrent en compte en NBA, puisque la NBA, c'est du basket, mais c'est aussi un business et il y a tout ce qui gravite autour. Et en fait, tout le côté prédiction, les trades, tel joueur, tel joueur, il est pas content, le Covid, voilà, toutes ces choses-là, en fait, il y a toujours quelque chose dans une saison qui peut faire que quelque chose se passe. Donc, comment ça s'appelle? Par exemple, prévoir un projet sur 5 ans, 3 ans, regarder une équipe, l'évolution d'une équipe sur 5 ans, sur 3 ans, je trouve que ça a de moins en moins de sens que peut-être à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, les joueurs restaient beaucoup plus dans les mêmes franchises, les équipes, il y avait beaucoup moins de turnover dans le sens où il y avait beaucoup moins de changements dans les effectifs. Donc, on pouvait potentiellement se projeter sur plusieurs années et avec le temps et encore aujourd'hui avec voilà l'impact du CBA, l'impact de la seconde apron, toutes ces choses-là, ça rend que et puis le côté où les franchises ont pris beaucoup de valeur, donc tu as forcément des investisseurs qui rentrent dans le système qui sont pas forcément familiers au basket et quand tu fais rentrer des gens qui sont pas forcément familiers au basket, ça peut donner des décisions qui parfois ne sont pas forcément cohérentes avec une politique basket et voilà. Encore, on en parlera un petit peu plus tard, qu'on parlera du côté proprio, mais la ligue est imprévisible. Tu sais pas quand est-ce que tel joueur peut se blesser, des graves blessures. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment le côté avant. Vu que quand j'ai commencé vraiment à suivre l'NBA, il y avait beaucoup, tu vois, il y avait les fans dynasty, les Jordan, les choses comme ça, où tu avais des effectifs qui restaient, tu vois, les Lakers de Kobe et Shaq qui restaient figés dans le marbre. Là, il n'y a plus ça. Ça, c'est quelque chose qui est terminé parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter la ligue concrètement. Ouais. Et je pense que nous, on a été à cette transition là, Anne, chez Dunkebdo au début, c'est que je me souviens d'un peu du running gag de tous les épisodes qu'on a pu faire sur Minnesota. Minnesota à l'époque où il y avait Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns, en se disant mais voilà, ils ont les deux joueurs sous contrôle pendant 7-8 ans. Irrémédiablement, cette équipe-là va être au sommet. Et en fait, il y a un côté imprévisible. Est-ce que c'est quelque chose déjà, bien évidemment en NBA bien évidemment, je pense que tu vas aller dans notre sens. Et comment tu factores ça en NBA ou en NCAA par contre, où tu l'as dit, maintenant il y a un changement d'effectif qui a été accéléré par rapport à il y a quelques années. C'est pareil en fait. Il n'y a plus de dynastie, il n'y a plus de à l'ancienne, c'est un peu les équipes de college où
on va recruter une classe de freshmen et ils vont être là pendant 4 ans et puis on va pouvoir construire un programme sur longue durée. Alors, nous, ce qu'on essaie toujours de faire, hein, mais c'est vraiment très compliqué. Je pense que dans le sport en général, euh, dans toutes les ligues, dans les différents sports, il y a de plus en plus de transferts, de, de, voilà, de changement de joueurs. Donc, et en fait, je pense qu'il y a toujours des dynasties, mais en fait, c'est des dynasties de 2 ans, quoi, 2-3 ans plutôt que 6-7 ans. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est juste différent, en fait. Tout va plus vite. Et donc, il y a énormément d'argent, énormément de pression. Et donc, en fait, quand ça marche pas, on est beaucoup plus enclin à changer, je pense, à faire quelque chose. Donc, c'est soit on change le coach, soit on change le cap du projet, soit on change un ou deux joueurs. Et donc, ça fait qu'il y a de plus en plus de transactions et de plus en plus de mouvements. En fait, je pense que c'est dans tous les... On regarde tous pas mal de sports. Je trouve que c'est un peu la même chose dans pas mal de sports. Et que ne serait-ce qu'il y a 10 ans, où il y avait encore toujours, pendant 3-4 ans, tu pouvais avoir une espèce d'ossature commune dans certaines équipes NBA. Que quand on commence le podcast, bon, bah, on a quand même une finale NBA qui est la même pendant 4-5 ans de suite. Je me souviens, avec les Warriors Cavs. Et donc, même si c'était les mêmes têtes d'affiche, là, je pense que ça serait plus possible, en fait. Aujourd'hui, quand on ait la même finale NBA pendant ne serait-ce que 3 ans de suite, je pense que j'y crois pas, en fait. Ouais, je te rejoins. Et c'est là où le fait de bosser pour une fac est assez intéressant parce qu'il y a, alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a cette question de projection vis-à-vis de l'équipe. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile avec une fac, là où tu as le sentiment d'appartenance, il se fait certes sur l'organisation, mais il se fait aussi sur le nom de la fac, là où c'est un sentiment que peuvent avoir beaucoup je pense, de fans, c'est se dire que face à des effectifs qui changent tout le temps, la notion d'attachement aux joueurs évolue et ça peut être compliqué. Je parle en nom de fan de l'OM qui a des effectifs changeants tous les 4 matins et c'est un petit peu plus effectivement difficile. Tom, je continue vers... Ouais. Vas-y. Bah, sachant que les joueurs sont attachés, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, hein. Enfin, que les joueurs sont rattachés à leur contrat, ils sont pas rattachés à l'équipe, hein. C'est-à-dire que le joueur il se fait transférer, il y a que son contrat qui reste avec lui, hein. Il peut se faire transférer, voilà, il est attaché à son contrat. Et il y a un truc qui est intéressant, par exemple dans Alan, dans ce que tu disais, par rapport à vous justement. D'ailleurs, tu en as parlé dans ton entretien avec Symbiose sur le fait que le fait que vous soyez, je crois que c'est mid-major. En fait, vous non seulement vous avez un double travail en fait, parce que vous avez le travail d'acquisition et aussi le travail de rétention. Et ça, c'est vraiment vous ressentez le truc de plein fouet, quoi. Ouais, il faut qu'on aille chercher des joueurs ailleurs, donc soit qui sont dans des plus grosses facs et qui jouent pas, ou soit dans des plus petites facs et qui veulent monter, qui veulent un peu monter en niveau. Mais aussi, il faut qu'on arrive à convaincre nos joueurs de rester et que c'est la meilleure chose pour eux de rester à Santa Clara. C'est un travail de 365 jours sur 365 et qui maintenant en plus les joueurs en collège ont le droit d'avoir un agent, donc ils ont des agents, donc il y a une professionnalisation du sport qui s'est mis en place à plein de niveaux. Il y a des joueurs aussi aujourd'hui au lycée qui ont des agents, donc c'était pas le cas il y a 10-15 ans, ou alors c'était pas officiel, c'était un peu plus je pense que certains en avaient peut-être, mais bien sûr. Mais maintenant il y a une espèce de il y a une espèce de monde pro dans différents étages du sport aux États-Unis qui s'est mis en place depuis 5-6 ans. Je vais rester avec toi, Alan, pour ce qu'a mis en avant Tom, et je reviendrai vers Tom. C'est la notion de chance dans la quête du titre. Comment on vit avec le fait qu'il y ait une vraie part de chance dans ce qu'on fait? Parce que, alors, je sais un peu plus ou moins ce que fait Tom dans la vie. Enfin, pas plus ou moins, je sais ce que fait Tom dans la vie. Je sais ce que je fais dans la vie. On n'est pas dans des métiers dans lesquels, certes, il y a toujours de la chance comme tout dans la vie, mais la chance, quand j'explique l'article partitif à mon élève, la chance rentre peu dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit il comprend, soit il comprend pas. Voilà. Globalement, ça va. Mais t'es dans un corps de métier dans lequel la chance est un vrai truc. Comment tu le vis et comment tu l'expliques aux joueurs aussi qui, tu l'as dit, sont très très jeunes et parfois peuvent essayer de trouver des explications là où parfois il n'y en a pas, en fait. Il y a une notion de réussite, quoi. Ça, je me souviens, j'en parlais l'année dernière
pour la petite histoire, on commence la saison, on perd. En NCAA, il y a 30-35 matchs, pas 82. Et on perd 4 de nos 5 premiers matchs. Et sur les 4 de nos 5 premiers matchs, les équipes chutent à 67% à 3 points sur les tirs ouverts. Voilà, les 4 chutent à 3 points ouverts, ils tirent à 67 et nous, on tire à 25. Et je me souviens, je mets ça sur la conversation et Tom, tu me dis, non, mais ça va, tu vois, il y avoir une réduction, ça va se rehausser à un moment. Et je dis, mais je sais, crois-moi, je le sais, mais c'est même pas les joueurs, c'est mes assistants coachs, en fait, qui avaient du mal à comprendre ça, en fait. Parce qu'un coach, les coachs, ils ont souvent l'impression que, on a fait tout ce qui est bien, on a la bonne tactique, il n'y a pas de part de chance. Je suis allé dans des, pas disputer, mais que j'ai essayé d'expliquer à un de nos coachs qu'il y a chance à jouer un jeu. On était unlucky sur nos 5-6 premiers matchs. Et je pense que c'était dur à entendre pour eux. Et ensuite, on a fini l'année, on gagne 18 de nos 24 derniers matchs. Et sur ces matchs-là, on tire à 39,7% à 3 points. Et notre défense du 3 points, elle s'est améliorée. Donc, il y a pas vraiment il y a une réduction, ça s'est un peu rééquilibré. Puis aussi, on est une équipe qui shoot très bien à 3 points. Et notre tactique défensive, c'est de couper le 3 points. Donc, voilà. Mais la chance, ça joue énormément. C'est un sport d'adresse. C'est un sport d'adresse avec de plus en plus, le 3 points est de plus en plus en place. Donc, mais c'est des choses que des coachs qui sont un peu dans l'idée de la surpréparation, parfois, la théorie, vraiment, non, c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de dureté physique, c'est une histoire de préparation. Bah, sûrement, même je suis d'accord, mais la chance, comment tu vas m'expliquer que on a raté tous nos catch and shoot à 3 points dans le corner grand ouvert et eux, ils les ont mis en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus préparés que nous? Non, je crois pas. Il y a un facteur chance. Et je pense que tous les ans, en playoff, on le voit aussi. Les équipes qui vont mettre des 3 points, les autres qui vont pas les mettre. Il y a des équipes qui vont avoir un peu de chance sur d'autres aspects du jeu. On ne contrôle pas tout. On contrôle même les joueurs qui ont le plus de pouvoir de contrôle ne contrôlent pas tout. Je pense que c'est désarmant pour un coach aussi de se dire qu'il n'a pas le contrôle sur tout, en fait, parce que ça remet, psychologiquement, c'est peut-être un peu difficile. Tom, du coup, tu l'avais noté dans la quête du titre, ça, cette notion de chance. Dans la notion de chance, dans la quête du titre, parce que, encore une fois, il y a une équipe sur 30 qui gagne le titre chaque année, et avec l'expérience, on le voit, rares sont les équipes qui sont pas dans le top 3 de Vegas qui gagnent le titre. Et en fait, le facteur chance dans la quête du titre, c'est tout ce qu'il faut faire, peut-être en amont, tous les petits éléments qui s'accumulent. Tu vois, par exemple, si on prend le cas de Casey, alors le cas de Casey qui a gagné le titre cette année. Alors oui, ils ont hit partout. Déjà, dans la construction de l'effectif, ils ont hit sur les joueurs hors draft. Ils ont hit le trade de Paul George avec Shea qui devient un top 2, top 3 NBA assez largement. Ils ont hit sur les role players. Ils ont hit J-Dub, shout out à Alan Guillou. J-Dub, ils arrivent à avoir Chet. Il y a plein de trucs comme ça. Et ensuite, au niveau de la ligue, ils arrivent à faire signer des bons contrats. Et ensuite, tous les joueurs arrivent à bien matcher ensemble. Et t'as l'année dernière justement où ils sont quand même premiers de la conférence Ouest, mais ils gagnent pas. Et tu vois, c'est Constant qui aimait bien le répéter. Ça fait très longtemps qu'une équipe n'avait pas gagné, du moins n'avait pas eu le meilleur bilan sur la même conférence 2 années de suite. Et on arrive on commence à arriver en playoff. Alors oui, c'est une équipe qui, tu vois, ils perdent, tu vois, par exemple, ils perdent le match 1 à Denver. Ils perdent le match 1 à Denver. Machin. Ils font preuve de pas mal de résilience. Et de l'autre côté, l'équipe qui semblait être la plus armée, entre guillemets, pour les affronter, Boston qui perd Tatum, qui devait déjà sortir. Donc, tu vois, c'est vraiment dans une saison, tu vois, t'as des trades qui se font, des trades qui se font pas. Le trade de Doncic, qui arrive, machin, qui enlève l'équipe qui leur faisait, qui enlève l'équipe qui, potentiellement était la plus dangereuse pour eux, dans la façon dont elle était constituée. Donc, tout ça, en fait, tous ces éléments-là font que, alors oui, OKC a maîtrisé, a contrôlé tous les paramètres que eux ils pouvaient contrôler et ils ont vraiment excédé globalement les attentes sur toutes les choses qu'ils ont contrôlées.
Mais ils ont eu ce petit facteur en plus qui fait que, tu vois, la blessure de Gordon au match 6, des choses comme ça, quoi. Haliburton qui se pète au match 7, tu vois, des trucs comme ça, quoi, qui font que la chance est omniprésente dans la quête du titre, et ça part de la construction de l'effectif jusqu'à la saison où tu gagnes le titre. Et alors, je vais faire une classique d'Unkebdo, c'est-à-dire de jouer sur les mots. C'est plus que, et pour rejoindre un peu vos deux commentaires, il y a la chance, et je pense que ce qui est peut-être le plus frustrant du côté fan, staff et tout, c'est l'explication de la malchance. Parce que, en soi, t'as la chance que tu mettes tes tirs, limite, tu peux te convaincre, oui, j'ai plus travaillé, oui, j'ai pris de meilleurs tirs et tout, mais les ratés, comme l'a expliqué Alan, c'est ça qui est peut-être un petit peu difficile. Et si on garde l'exemple d'OKC, mais qu'on remonte 10 ans en arrière, ok, si sur le début des années 2010, tu peux expliquer qu'il y a de la malchance, notamment en playoff, où il y a des blessures qui arrivent au mauvais moment, où il y a des choses qui se passent mal pour eux alors qu'ils ont un très très bon effectif. Et c'est là où l'explication de la malchance, je pense, est encore plus dure que celle de la chance, parce que tu peux te convaincre que tu as provoqué ta chance, mais vivre la malchance ou le manque de réussite peut être une chose un petit peu plus difficile. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce facteur-là? Bah, tu vois, si on prend genre les Rockets là, qui ratent les 27 tirs à 3 points consécutifs. Qui ratent 27 tirs à 3 points consécutifs. Voilà, comment tu veux l'expliquer? Enfin, voilà. Ouais. C'est beaucoup plus difficile à vivre. Et je pense que là, c'est là où il y a une espèce de réunion des fans aux membres du staff, aux joueurs, à tout le monde. Il y a que la frustration qui peut expliquer tout ça. Revenons à des préoccupation un peu plus NBA. Je vais aller vers toi, Alan. Tu nous as écrit le rôle du propriétaire dans la politique sportive. Alors ça, je pense que c'est le truc qu'on aurait pu dire en premier, mais je pense que ça s'inscrivait pas bien dans la trame. Je te cite, tout le monde ne joue pas à armes égales, et cela dans n'importe quel championnat. Ça, c'est mon affiliation Dunkebdo ici qui m'a appris ça. Je me dis, quand on commençait les podcasts, je me disais, mais pourquoi Tom, à chaque fois, il parle du proprio, à chaque fois, on est là, on fait des previews, on essaye de parler un peu de qui va gagner au titre, qui peut s'asseoir à la table pour être un peu un candidat au titre, et puis Tom, il n'arrête pas de nous dire que, bah, non, mais c'est le proprio, c'est à cause du proprio qu'ils n'ont pas signé ce 9e mec de rotation, c'est à cause du proprio qu'ils n'ont pas ce backup pivot pour les playoffs. Je me souviens quand on parlait pas mal à l'époque, on avait parlé de Phoenix quand je crois, ils vont en finale. Et à chaque fois, Tom disait, non, mais en fait, le proprio, il a pas permis d'être prêt. Ils sont pas prêts, en fait. L'effectif, il est pas prêt. On se souvient des Ayton qui fait des 45 minutes et tout. Je me souviens sur les finales et tout. En gros, ils sont pas prêts. Et donc, ça, c'est le truc où maintenant, à chaque fois même maintenant, c'est vrai que être aux États-Unis, on peut parler, j'ai pu rencontrer des gens qui travaillent pour des équipes NBA, qui travaillent dans des front office NBA. Et en fait, beaucoup ont pas les mains liées, mais sont vraiment, bah voilà, beaucoup des missions et des prises de décision sont vraiment plus qu'on ne le pense liées à la décision de la politique sportive du propriétaire. Et certains ont des politiques sportives différentes. C'est facile de voir que celle de Boston n'est pas celle de Memphis, par exemple, ou n'est pas celle des Lakers, ou n'est pas celle de Toronto, ou de Sacramento. C'est un truc qu'il y a 15 ans, j'aurais un peu regardé un peu, dire ok, maintenant, c'est majeur, en fait, pour moi. Ton plus grand leg à la société basket, Tom, l'importance mise sur le propriétaire. Bah oui, le propriétaire, encore une fois, alors c'est la personne la plus importante, entre guillemets, dans l'organigramme, mais plus que dans l'organigramme, dans la politique. Puisque si ton propriétaire te dit, écoutez, moi, mon objectif, c'est qu'on soit compétitif tout le temps et qu'on remplisse la salle, tu vas pas faire de tanking. Hein. Puisque il faut pas oublier que la plupart des gens, ils essaient entre guillemets, pour garder leur poste, entre guillemets, puisqu'on sait que ça peut aller très vite en NBA, autant bien en tant qu'ascension qu'en descente, que voilà, pour garder ton poste, tu dois remplir les objectifs que te fixe ton propriétaire ou les personnes qui sont au-dessus de toi. Et c'est n'importe quel autre travail. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Et au final, tu vas te retrouver à pas faire la meilleure décision pour l'institution, mais tu vas te retrouver à faire la meilleure décision pour garder ton poste. Tu vois, qu'on parlait à l'époque de Dell Demps, qui envoyait à chaque fois des pics de draft pour Omer Asik pour prendre un pivot aux côtés d'Anthony Davis, alors que Anthony Davis, il faut qu'il joue pivot.
Tu dis, bah oui. Le gars, il a la pression. Et c'est pour ça que, enfin, on le disait souvent à un moment donné que un GM qui a la pression, c'est le pire cocktail pour prendre des décisions réfléchies. Et tu vois, par exemple, si on prend le cas de ce qu'on a vu cette saison, tu vois, Damien Lillard coupé pour signer Miles Turner, c'est vraiment c'est le désespoir. C'est vraiment le désespoir total où tu te dis, ben, on ne peut pas rien faire. Le gars, on lui a dit, il faut qu'on soit compétitif. Lillard, il est blessé 1 an. Et l'année d'après, t'es pas sûr qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc, potentiellement, tu auras peut-être plus de Lillard d'un bon niveau. Coupé. Il faut garder Giannis. Tu vois, faut faire quelque chose. Et c'est ça, c'est des choses comme ça où, par rapport à la politique, et tu vois, on en a parlé aussi beaucoup par rapport à Memphis cette saison, par rapport au mouvement financier, où, par exemple, le trade qu'il y a eu de Marcus Smart et de Jake Laravia, justement pour faire que l'équipe qui était deuxième de conférence s'est dit, on a besoin, nous, ce qui est plus important pour nous, c'est que Jaren Jackson n'aille pas sur le marché en tant qu'agent libre parce qu'il est devenu trop fort. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt qu'essayer de le séduire par le projet sportif, ils se sont dit, on va le séduire par l'argent. On va lui proposer quelque chose qu'il ne sera pas en mesure de refuser 1 an avant. Et auquel cas, si jamais il refuse, on peut le transférer et pour gagner, entre guillemets, à long terme pour la franchise. Et donc, tu vois, c'est encore une fois, ça, c'est de la politique du propriétaire. Je pense que, par exemple, le trade de Desmond Bane, si le propriétaire dit au GM, tu as carte blanche, je pense pas qu'il trade Desmond Bane, hein. Je pense qu'il utilise ça à mid-level, qu'il garde Bane, qu'il fait machin pour justement améliorer l'effectif. Et puis, dernière chose pour laquelle aussi, je trouve que la politique est hyper importante, c'est, encore une fois, un GM qui va être sous pression, il va pas forcément regarder à long terme parce que lui, il va penser à sa sécurité. Et ben, c'est pas grave si, ben, de toute façon, il va envoyer 3, 4, 5 pics protégés non protégés peut-être dans 5, 6 ans parce que finalement, peut-être que son contrat il va s'arrêter dans 3, il sera plus là pour les conséquences de son deal. Mais pour moi, ce que tu as décrit avec Milwaukee, ça prouve aussi que dans l'organigramme officieux d'une équipe à superstar comme Giannis, l'échelon en dessous du propriétaire, c'est la superstar, hein. C'est-à-dire que la superstar a un pouvoir de nuisance même sur les choix de GM, ce qui fait que moi, je pense qu'on a voulu tous les trois traduire la même idée, mais en écrivant la phrase de manière différente. Moi, j'ai plutôt parlé des choix qui peuvent paraître irrationnels d'un point de vue extérieur, mais qui sont toujours rationnels. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup mis en avant aussi à une époque. Ça, je me rappelle, c'est tout simplement mes études qui m'ont amené à beaucoup penser ça avec les théories de sociologie de l'organisation, etc. L'objectif principalement d'un GM, c'est quand même de sauver son poste en général. C'est triste d'y comme ça parce que nous, on a un peu un côté romanesque où le mec doit se décarcasser pour que l'équipe arrive au titre. Non, en général, le mec, son objectif, ça reste de rester en poste quand même, globalement. Ce qui peut amener parfois ce qui a pu nous amener globalement dans notre philosophie à essayer d'expliquer les choix des GM plutôt que parfois les cautionner ou les critiquer. Ce qui est une démarche qui a certaines limites. J'admets par exemple que j'ai pu être un peu critiqué dans l'épisode sur Luka, parce que pour moi, il y a une explication à Luka. Tu te réveilles pas un matin en disant je vais trader Luka Doncic, en fait. Il y a des explications, quand bien même certaines des pistes que j'ai pu aborder à l'époque étaient fausses, je l'admets. Il faut toujours essayer de comprendre le choix du GM qui très souvent s'explique, pour retomber sur mes pattes, par une politique de propriétaire. Ce qui fait, les gars, que je pense que on veut pas admettre ça parce que ça vient casser un peu un des postulats en NBA, c'est que tout le monde, dans un système de redistribution des talents, tout le monde a une chance égale de gagner. Tu vois, la plupart des gens, quand ils disent je suis la NBA ou ils sont dans une démarche de commencer à suivre la NBA, ils diront ah oui mais je sais pas, contrairement à la Ligue 1, j'ai pas le PSG qui va gagner 9 fois sur 10. Tu vois, sauf que en réalité, on a compris, je pense, dans notre cheminement de suiveurs, d'observateurs de la NBA, que il y a moins d'inégalités, mais il y a des inégalités quand même. Le système NBA essaie d'être équitable, mais l'équité, c'est une inégalité de base, hein. Punchline, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les propriétaires? Alan, justement, c'est là où je voulais aller de ton côté. Ça se matérialise comment? Alors, là, on est peut-être à la frontière des trucs que tu as le droit de dire et de pas dire, donc je te laisse la liberté, mais comment ça se justifie la politique sportive à l'échelon NCAA? Voilà. Eh ben, non, mais c'est lié. C'est numéro un, est-ce que l'université a envie d'être
d'être forte en basket. Si elle s'en fout, elle ne met pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Tu pouvais pas dans le passé, mais alors maintenant, tu peux plus. Tu peux même pas être rentré dans la course. En fait, tu peux même pas t'acheter un ticket pour rentrer dans la course. Et même plus que ça, c'est à quel point elle a vraiment envie d'être forte. À quel point l'université elle a envie d'utiliser soit le foot, soit le basket et le basket masculin, même si le basket féminin monte énormément, mais le basket pour être un tremplin, une publicité pour la fac, faire rentrer de l'argent aussi via différentes choses, une image de marque, attirer des étudiants, des choses comme ça. Mais ouais, pour aujourd'hui, tout ça est décidé par la politique de l'université. Et en fait, Santa Clara n'a pas fait la marche Metz depuis 1995 et pendant quasiment 20 ans, ça n'embêtait personne. Ça n'embêtait personne en fait. C'est une fac en Californie, dans la Silicon Valley, une des meilleures facs privées de la côte ouest, avec des prix Nobel, avec des chercheurs, avec des avocats, avec des hommes politiques. Et ça, c'est ce qui plaît aux gens et c'est ce qui leur suffit. Ça n'embêtait à personne que personne n'allait au match de basket, que l'équipe n'était pas bonne et que voilà, ça n'embêtait personne. Et puis il y a 10 ans, ils se sont dit ok, peut-être que on peut utiliser déjà on a envie d'être bon, c'est un peu américain comme idée, mais aussi peut-être que ça peut nous aider en fait, peut-être que ça peut aider l'université. Et donc ils ont mis de l'argent, ils ont pris un coach renommé, ils ont investi avec un gros centre d'entraînement, avec le fait que on est passé, c'est bête, hein, mais il y a un partenariat Nike qui a été mis en place avec l'université, que quand on voyage en avion privé, en fait, ils ont mis de l'argent pour un peu professionnaliser et rehausser le niveau. Mais ça, c'est lié à une chose, c'est pas lié à moi, un joueur qui arrive et qui change tout, un coach, tout ça. Le coach, il est là parce qu'il y a une politique de l'université qui s'est mise en place vis-à-vis du fait que il faut qu'on soit bon. Ok. Et maintenant, il faut qu'on soit bon, donc c'est une des priorités. Donc, on va prendre un directeur du département athlétique de qualité, on va lui payer une certaine somme d'argent. Et cette personne-là, elle va être en charge de choisir le coach, à lui donner un bon salaire pour qu'il vienne. Tout ça, ça part d'en haut. Question à laquelle tu n'as peut-être pas la réponse, mais choisir le basket et non pas le football américain, c'est en termes de coût. Parce que j'imagine que devenir compétitif en football américain, ça doit être... surtout que la compétition, là où tu es situé géographiquement, est un peu folle, quoi. Ouais. Et puis, c'est ça, en fait. Il y avait un programme de football américain jusque dans les années 90, mais ça coûtait énormément d'argent. Et dans les années 90, ils ont fait le choix du basket. Mais là, en 2025, il y a beaucoup de changements de conférences et tout ça qui se passe en collège. Et tout ça, c'est lié au foot. Le foot américain, c'est lui qui fait la loi. Il y a tellement d'argent en jeu que c'est vraiment impressionnant les budgets et juste les budgets des équipes des grosses équipes de football américain, c'est assez incroyable. Donc et tout ça, ça part d'en haut. C'est parce qu'il y a plus de droits télé, c'est une bonne image. Il faut être dans le dernier show Netflix qui fait la pub de ça. Voilà, c'est ça en fait. Ça part d'en haut. C'est une décision de gens de pouvoir qui veulent un peu s'inviter à la table ou qui veulent utiliser ça comme un tremplin. C'est là, et pour un peu raccorder les deux, c'est là où faut souvent se méfier de l'homme providentiel ou de la femme providentielle qui arrive à un échelon un peu inférieur. C'est-à-dire, on a recruté ce JM-là, magicien qui va faire telle ou telle chose. Oui, mais s'il a les mains liées, comme tu le disais, Alan, au début, il va pas changer grand chose, ou je ne sais pas, installer une culture. Oui, mais si l'aspect négatif ou polluant vient du propriétaire, tu pourrais mettre Gérard Majax, ça changera pas, hein. il y aura pas de changement. Tom, comme c'est un peu ton cœur de métier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas du tout. Vous avez fait vraiment le tour, vous avez bien... Rien à dire, on peut enchaîner. Eh bien, enchaînons, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à dire. Alors, moi, et ça va faire le tremplin entre plusieurs choses qui sont abordées en fin. C'est le côté l'effectif et le terrain. Alors moi, de manière un peu provocatrice, j'ai écrit la progression en interne, c'est du flanc, entre parenthèses, souvent. Non, l'idée, c'est un peu, je reste persuadé que c'est lié aux jeux vidéo et que les gens ont grandi avec Touquet.
tu mets des jeunes, ils prennent plus 5, plus 5, plus 5, plus 5 et 5 ans après, t'as une équipe avec que des mecs à 90. Alors que visiblement, ils sont tous à 90 dans Touquet. J'ai pas touché un Touquet depuis très longtemps. On salue Adrien. Il y a un peu ça selon moi, c'est l'idée que la progression n'est pas linéaire et breaking news, un mec peut arrêter de progresser à 23 ans en fait. Ça se trouve, à 23 ans, t'as peut-être 90% du joueur qui sera à 30 ans. Donc, l'idée de progression, en fait, d'un côté, elle doit pas être sous-estimée parce que c'est le rôle des staffs, etc., de faire progresser les joueurs, mais on a peu de vision sur la progression d'un joueur à moyen et long terme. Et forcément, vous voyez où j'arrive là. Alan, comment on vit ça au jour le jour de dire que, je sais pas, quand tu construis un effectif en 2023, 2024, 2025, en fait, tel joueur sur lequel tu avais placé beaucoup d'importance, soit il part en NBA, soit il répond pas vraiment aux attentes, et de l'autre, il y a des progressions qui étaient inattendues et tu vas peut-être devoir remodeler ton effectif sur des aspects inattendus. Ouais, non, on va dire que par le passé, on pouvait souvent penser que l'âge jouait plus tu étais jeune, plus tu avais une marge de progression. C'était souvent un peu ce qu'ils disaient. Alors que je pense que plus que l'âge, c'est les prototypes qui font que tu peux progresser plus rapidement si tu es un certain type de joueur plutôt que si tu es un autre. C'est-à-dire que en NBA, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu es grand, quand tu arrives en NBA, c'est dur en fait, au début. Il y a vraiment beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a 30 ans, je me rappelle, on dit pas il y a 30 ans parce que j'étais pas né, mais on disait c'est vraiment dur d'être un jeune meneur ou des choses comme ça. Des fois, quand on commençait à jouer, à regarder la NBA, je me souviens. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'être un jeune pivot en fait. Et nous, c'est pareil. En fait, on a une politique qui fait qu'on veut, dans chaque classe de recrutement lycéenne, on recrute un pivot parce que on pense que déjà, on en a toujours besoin. On en a vraiment toujours besoin. Et de deux, certains vont ce qu'ils appellent redshirt, c'est-à-dire qu'ils vont pas jouer la première année parce que ils peuvent souvent ne même pas jouer la première année. Ils peuvent pas. Ils sont trop négatifs la première année, mais il faut quand même qu'on les ait. On va les entraîner tellement que même s'ils n'ont pas la meilleure courbe de progression, ils vont atteindre un niveau qui, au moins, on peut les mettre 20 minutes, quoi. 15-20 minutes. Tandis que sur d'autres joueurs, surtout les postes extérieurs, dès que t'es pas assez bon, il y a un écrémage plus important qui fait que on va aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas su développer chez nous. C'est un peu les deux choses que j'ai pensé quand j'ai vu ce que tu disais. Et pour la NCAA, il y a de la progression beaucoup plus qu'en NBA parce que ils ont un joueur qui arrive à 18 ans, tu vois. Il passe 2 ans en NCAA, tu vois 2 ans après, ouais, il est meilleur surtout, il est plus rapide, plus vif, son tir s'est amélioré, toutes ces choses-là. Mais sur la NBA, tu as raison, quand tu arrives à 20 ans et 22 ans, peut-être que la progression, elle est pas si incroyable que ça, parce qu'à côté, tout le monde est plus fort, tout le monde progresse, tout le monde est à un niveau supérieur. Je pense que ça dépend beaucoup des rôles aussi, hein. Tu vois, t'as fait la différence entre les porteurs de balles, les extérieurs et aussi les intérieurs. Je pense que ça dépend beaucoup des rôles, en fait, au niveau de la progression. Est-ce que tu es un role player? Est-ce que tu es une superstar? Est-ce que tu es vraiment un role player spécialiste? Et dans la notion de progression non linéaire, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de relever quand tu drafts ou quand tu récupères un joueur pour certaines capacités, qu'il en développe d'autres, mais pas celles pour lesquelles tu l'as récupéré. Tu vois, par exemple, quand tu as... Anthony Towns. Voilà, Karl Anthony Towns qui un rock défensif en NCAA qui devient un pivot shooter offensif, ou même tu vois Ben Simmons qui à LSU qui foutait rien en défense et qui devient un des meilleurs défenseurs sur ses premières années à NBA, où voilà, tu as une transposition du skill set qui est différent de ce que tu attendais, et c'est là où tu te dis est-ce que voilà la notion de linéarité est là où tu penses que tu pourrais être. Et aussi je pense que ça met comme tu disais sur le facteur de certains postes qui sont pas jugés pareil en fonction du niveau attendu ou du niveau de progression. Et c'est pour ça que voilà, c'est un adage à Don Kepdo, hein. Toujours drafter le meilleur joueur disponible. Tu
Tu vois, parce que si les Cavs, ils n'avaient pas pris Garland parce qu'ils avaient Sexton, alors j'aime beaucoup Colin Sexton, mais le projet aurait une autre tête aujourd'hui, tu vois. Donc c'est des choses qu'il faut, voilà, faut être conscient de ça. Et la notion de, par rapport à la notion de non-linéarité, moi je trouve que c'est quelque chose de super important. Si on prend le cadre d'un joueur dont on a beaucoup parlé encore, ça nous fait, ça nous fait remonter le temps, mais Taurean Prince, le fameux 3&D qui est plus 3 que D au final, tu vois, dans la progression par rapport à sa carrière, ou des mecs, tu vois, comme les mecs comme Jake Lehman à l'époque, où tu vois, les mecs, Jake Lehman, c'était plus un athlète qu'un shooter, mais comme tu vois, sur ses premiers matchs NBA, il avait flashé du shoot, ben on l'avait vu comme un shooter, alors que non, c'était un athlète formidable, quoi. Il y a une Ça, question on en de parlait perception. souvent. Excuse-moi de te couper, Ben, mais on en parlait souvent. Ouais, heureusement que Boston, ils ont drafté Tatum un an après avoir pris Jalen Brown, et que Philadelphie, ils ont pris Embiid, alors que je crois que l'année d'avant, ils prennent Nerlens Okafor. Noel, je crois. Noël et Okafor, ouais. Enfin, ouais, Donc, Noël, ils ont l'année déjà. d'après, ils ont continué, en fait. Heureusement, hein, parce que il y a tellement, on l'a dit, c'est tellement, la chance joue. La chance, c'est aussi ça, c'est la chance, elle est là aussi encore. Il y a beaucoup de chance, il y a de la chance, en sérieux. Il y a beaucoup de GM qui diraient que des joueurs qui pensaient qu'ils allaient être des super joueurs, ça s'est pas passé, l'inverse aussi, hein. Donc c'est Tout bêtement, si tu prends le top 4 du DH20, de toute façon, vous avez tous voté pour le même top 4, donc il n'y a pas de surprise dans qui est le top 4. Tu as un joueur qui est drafté au deuxième tour venant d'Europe, tu as un joueur qui est un projet venant de Grèce, tu as un joueur qui est envoyé comme, je sais pas, complément dans un trade pour une superstar, et tu as peut-être Luka qui est le seul qui rentre dans la catégorie petit génie que tu pouvais anticiper, qui avait un parcours cursus honorum total du côté du Real. Mais autrement, tu vois, c'est la preuve, c'est que tu pouvais pas anticiper dans ce cas-là. Et vraiment, moi, c'est vraiment sur cet aspect, tu peux pas, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur ce qu'on a dit un peu plus tôt sur le facteur humain. Tu peux pas anticiper que, et là, je te fais une transition, Tom, ton young core de 2022, en 2026, quand ils vont entrer dans leur deuxième contrat, ta superstar, ton lieutenant et tes role players. Et c'est là où OKC va nous faire très très mal, parce que c'est un des contre-exemples des 10 dernières années. En fait. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Bien que, tu vois, même si, si tu vois, les role players qui ont été importants, c'est plus des gars qui avaient de la bouteille, tu vois, les Caruso, Hartenstein, voilà, c'est des joueurs qui, c'est pas le young core, hein. C'est pas avec le young core, hein. C'est des joueurs qui ont été ramenés au projet parce qu'il manquait. Et, je pense que, tu vois, ces deux points-là, ils sont assez liés, la notion de progression linéaire et la notion de timeline. C'est en fait que, parfois, moi, enfin, en tant que jeune fan NBA, je me disais que, oui, les joueurs sont jeunes, ils vont évoluer à la même vitesse. Alors que non. Pour moi, je trouve, évoluer en tant que star, parfois, ça demande plus. Enfin, ta superstar, pour moi, de plus en plus, elle va évoluer plus vite que tes role players. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver beaucoup avec des jeunes stars où tu es obligé d'aller chercher des role players âgés, parce que les role players que tu as draftés pour 2-3 ans pour être épaulés, ils sont pas encore au niveau, ils sont pas encore assez bons. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, dans la notion de timeline de Young Core, ta timeline, c'est le niveau de ton meilleur joueur. Pour moi, par exemple, si on prend le cas de Casey, la timeline de Casey, c'est chez top 3 NBA. C'est pas chez... Ça voudrait dire, ça, si je prolonge ta réflexion, que la timeline d'Orlando théorique d'ambition n'aurait pas encore commencé totalement. Si tu considères que Paolo est pas encore, ou Franz Wagner, si tu as. Mais elle a commencé pour eux tout simplement parce que c'est des joueurs, ils ont décidé de payer ces joueurs-là. Donc à partir du moment où tu décides de payer les joueurs, tu es sur l'horloge. Mais au final, c'est pas, tu vois, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas, moi, ça me choquerait pas qu'ils aient récupéré des role players âgés et qu'ils n'avaient pas drafté des gars. C'est pas l'âge, en fait, c'est pas l'âge de Banchero qui fait qui fait que, entre guillemets, qui fait la timeline, c'est le niveau auquel il est dans la ligue, tu vois. Je te rejoins là-dessus. Il faut aussi se dire qu'en termes il y a aussi la question de, pendant qu'on en parlait là, développement de compétences pour ta superstar, ça se trouve, t'as drafté joueur X en pensant que ça va être un extraordinaire défenseur, donc t'as drafté des attaquants à côté de lui. Problème, il devient un extraordinaire attaquant, donc t'es
tes attaquants doivent devenir défenseurs, ou en tout cas doivent développer des compétences qui sont un petit peu différentes. Sur cette notion-là de timeline, Anne, est-ce que bêtement, dans un monde NCAA avec NIL et les contrats, la timeline, c'est 1 an maintenant, à chaque fois? 1 an. 1 an. 2 ans max. Nous, on se dit, des fois, on se dit 2 ans. On peut essayer de prévoir 2 ans. Tout est pensé en 2 ans plutôt que 4 ans. En fait, on va dire qu'avant, c'était 4 ans. Maintenant, c'est 2 ans. Voilà. Pour certains programmes, c'est 1 an. C'est 1 an. On change 10 joueurs tous les ans. Donc, voilà. Vous connaissez Pablo Longoria? Vas-y. Et tu vois, justement sur cette, moi il y a une équipe à qui ça me fait beaucoup penser, c'est par exemple les Spurs. Et en fait, les Spurs, t'as pas mal de projets avec, tu vois, Castle, Harper, des gars comme ça. Mais en fait, si Victor c'est un top 10 NBA à la fin de la saison, ben ces gars-là, t'auras pas le temps d'attendre. Ces gars-là, t'auras pas le temps d'attendre qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça corrobore un peu ce qu'on disait sur l'importance, certes, du propriétaire, mais aussi de la puissance de ta superstar, parce que si on en vient à cette conclusion-là, c'est parce qu'on part tous du principe que la superstar voudra pas attendre aussi. Parce qu'en soi, rien n'empêche. Parce que peut-être qu'à court terme, ça a moins de valeur, mais à long terme, avoir des mecs du cru, d'un point de vue ciblé, c'est beaucoup plus avantageux. Cependant, il y a peut-être la superstar qui voudra pas attendre. Sur cette notion de timeline aussi, Alan, de Young Core, comme on sait qu'avant d'aller à Santa Clara, t'as aussi beaucoup œuvré chez Envergure, t'avais le podcast One and Done et tout. Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels ça a évolué? Ta vision a évolué? On va dire, je t'en avais parlé cet après-midi avant qu'on parle de tout ce qu'on voulait aborder. Ma vision du pivot, la valeur du pivot dans les projets jeunes, elle a changé. On va dire que quand je commence vraiment à faire un peu de contenu draft chez Dunk Hebdo, j'étais un peu labellisé comme ouais, t'aimes pas les pivots. En fait, c'était pas vraiment que j'aimais pas les pivots, c'est que drafter des pivots très hauts qui avaient vraiment pas les plus gros potentiels, c'était quelque chose que je trouvais pas intéressant. Parce qu'en fait, à l'époque, je pense que j'étais beaucoup dans la recherche du nouveau porteur de balle. En fait, je préférais prendre des joueurs avec ce potentiel-là, parce qu'en fait, si ça marche, le gain pouvait potentiellement être de plus en plus important. Puis il y avait à l'époque tous ces, je me rappelle les souvenirs, donc c'était certaines drafts, c'était ouais, pourquoi je vais prendre Wendell Carter dans le top 3 de la draft, quoi. Pourquoi je vais prendre James Wiseman dans le top 3, bon, il a été pris dans le top 2. Voilà, mais tu n'as peut-être pas tort sur ce cas-là, mais ouais, bon, voilà, mais il y en avait plein d'autres. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, alors je regarde toujours autant de NBA. Et c'est vrai que je suis assez impressionné en tant que fan, parce que je suis assez impressionné par la qualité, ce que peuvent apporter de bons pivots très tôt. Il y a 10 minutes, j'ai dit que c'était vraiment très dur pour eux de jouer tôt. Et en fait, quand ils arrivent à jouer tôt, je trouve que ça a de la valeur, en fait. Je trouve que ça a de la valeur. Parce que, voilà, moi, sur les 2-3 dernières années, des joueurs que j'ai beaucoup regardé en NCAA, des gars comme Zach Edey, comme Donovan Clingan, Walker Kessler, ouais. Tous ces joueurs-là, je trouve que franchement, ça, en fait, c'est valuable parce qu'aussi, je pense que ma vision de ce qui est valuable, elle a un peu changé. Et c'est vrai que le rebond, la protection de cercle, c'est des choses qui sont que quand maintenant tu as accès aux stats, tout ce qui est stats avancées, tu as accès à toutes les choses comme ça qui montrent vraiment que ça a vraiment une importance pour gagner des matchs, bah, c'est vrai que ça a un peu changé. Je pense que si j'avais fait un big board il y a 1 an, Donovan Clingan, je l'aurais mis beaucoup plus haut que là où je l'aurais mis s'il était dans une draft en 2018. En fait. Et donc rien que sur ça me fait penser à ça. Après, tu as aussi le produit de ton environnement dans le sens où entre le moment où tu commences ton expérience draft et maintenant, globalement, le poste de pivot a repris de l'importance aussi. Enfin, tu arrives au moment où on est à, je sais pas, l'apogée de la période small ball où le poste de pivot est réfléchi autrement. Et maintenant, on a des too big line-up qui sont venus à la mode en NBA. Donc forcément, je pense que tu es aussi le produit de l'environnement qui a changé, en fait, tout simplement, plus qu'un hater des pivots.
bien sûr. Mais je me souviens qu'à un moment, on faisait pas mal de podcasts, même après, quand j'étais plus dans le game 2, et tu disais, sur les Nets, tu disais, là, tu peux pas avoir Nick Claxton en pivot titulaire et vouloir être candidat au titre. Et en fait, ça veut dire que si tu veux être candidat au titre, il faut mieux que ça. Donc, s'il faut mieux que ça, bah, faut quand même donner un peu de valeur à ce profil-là. Parce que Nick Claxton, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais pivot NBA. Bah, je crois que j'en avais parlé dans la conversation de Cap un jour, quand tu fais le listing des pivots titulaires des équipes, ou en tout cas des rotations intérieures des équipes titrées, alors oui, elles sont titrées, mais en fait, tu peux pas sous-investir dessus. Genre, sauf si tu as une équipe totalement une anomalie ou tu as un LeBron Prime à l'aile, autrement, tu peux pas sous-investir là-dessus. Si Tom, t'as quelqu'un qui emmène Mozgov en finale NBA. voilà, autrement, c'est un petit peu compliqué, quoi. Tom, je sais que toi, tu voulais aussi, alors on passe de l'autre côté du terrain, tu voulais aussi parler des jeunes porteurs de balles aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, franchement, au tout début. Moi, je me disais, ouais, les jeunes meneurs draftés, il y a du potentiel. Bah oui, tout de suite, il va être bon, le gars. Ah non. Ah non. Ça non. Ça non. Et ça, franchement, c'est l'une des plus grosses leçons que j'ai appris, ou du moins l'une des leçons que j'ai appris le plus tôt et qui, d'année en année, hein. En fait, les jeunes porteurs de balles, c'est du pain béni quand tu veux faire du tanking, hein. C'est du pain béni. Non, mais franchement, c'est du pain béni. Et alors, c'est pas parce que le joueur est drafté haut c'est là où justement les anomalies. Quand t'as justement un jeune porteur de balle qui est dans une équipe qui est compétitive et qui, tu vois, par exemple, tu vois, Ja Morant saison rookie, c'est l'anomalie. C'est déjà une anomalie où l'équipe fait presque 30 wins. L'équipe fait presque 30 wins. C'est déjà une anomalie. La plupart du temps, tu as des premières saisons. Et moi, ce qui me fait penser à ça, c'est vraiment la carrière de Kemba Walker et de Mike Conley. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Kemba Walker et Mike Conley, quand ils sont payés, je crois, 40 millions en sortie de leur contrat rookie. C'était déjà un scandale. Ouais, c'était déjà un ouais. scandale. Et puis, au final, tu vois, comment il s'appelle? Kemba Walker est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Charlotte. On rappelle que la saison rookie de Kemba Walker, c'est l'une des pires saisons de l'histoire de l'NBA. Il est rookie avec Bismack Biyombo ou avec au Bobcats. Au Bobcats qui font 7, je crois qu'ils gagnent 7 matchs ou un truc comme ça. Ouais, sur c'est la l'année. saison post-lockout. 7,62 ou un truc comme ça qu'ils font. C'est le pire pourcentage de victoire sur une saison. C'est le pire pourcentage et il se ramène avec MKG en deuxième choix après ça, quoi. Donc, tu vois, c'est des trucs où voilà, les jeunes porteurs de balles, c'est l'une des choses sur lesquelles ma vision a le plus changé. C'est très difficile d'être un bon porteur de balle NBA et qu'importe ce que tu arrives à faire dans les classes en dessous. Alain, t'aimes bien parler de la notion de contexte, tu vois, la différence de niveau qu'il y a avec, par exemple, les joueurs que tu vois en comment ça s'appelle le truc aux États-Unis? AAU. Un AAU, puis après le niveau qu'il faut pour être un bon porteur de balle en niveau NCAA, puis après le niveau qu'il faut être pour être un bon porteur de balle ensuite à NBA, il y a vraiment un énorme écart. Il y a vraiment un énorme écart et c'est là que tu te rends compte que voilà, les meilleurs porteurs de balles qui ne sont pas professionnels, donc qui sont dans des équipes amateurs en dehors de Luka Doncic potentiellement, hein, qui ne sont pas qui sont pas en NBA, ben il y a de fortes chances que ces gars-là, quand tu vas les mettre sur le terrain en NBA, ils seront pas bons. Ils seront pas bons tout de suite. Et parfois, ça va prendre plusieurs années pour qu'ils se réajustent au niveau. Mais là, c'est intéressant. Tu nous as dit tout à l'heure, Alan, que vous essayez, en tant que staff, voilà, on essaye de projeter les joueurs sur des profils, voilà, les profils qu'ils pourraient avoir une fois pro. On est d'accord que c'est peut-être un peu difficile de projeter quelqu'un sur un profil de porteur de balle, sachant que c'est un profil qui est il y a moins, statistiquement, il y a moins de porteurs de balles que d'autres profils de role player. Donc, c'est une question très difficile, mais comment est-ce qu'on peut amener certains joueurs à quand même garder des notions des compétences de porteur de balle tout en développant d'autres choses à la fois? Parce que Tom l'a dit, c'est un boulot à plein temps d'être porteur de balle, que ça soit de la lecture des couvertures défensives, que ça soit la protection du ballon, parce que ce qui tue les jeunes porteurs de balle, c'est qu'ils font des erreurs, des camions d'erreurs, quoi. Ouais, c'est une bonne question. T'as vu, hein, j'ai progressé. Vas-y. En fait, je pense que il y a un truc aussi qu'on disait il y a pas mal d'années, c'est ouais, le poste de meneur, il est mort. En gros, le meneur le pass first meneur, le meneur gestionnaire. Et c'est vrai, au NCAA, si t'en as un et qu'il est très bon,
eh ben, c'est beaucoup plus important qu'en NBA. Et donc, c'est lui, en fait, qui va avoir la balle. C'est lui qui va avoir la balle. Souvent, il est un peu plus âgé. Il a fait déjà 1 ou 2 ans. Et donc, si tu lui donnes le ballon pendant 40 minutes, souvent, ça va bien se passer. Nous, on n'a pas vraiment ça. On joue contre ça, souvent. Nous, on recrute des joueurs où on veut que du poste 1 à 3, tu puisses jouer des pick and roll, en fait. C'est une consigne du coach dans l'évaluation des joueurs. Et donc c'est les joueurs qu'on recrute arrivent déjà avec potentiellement ces aptitudes. On les travaille énormément. Donc, en fait, ce qu'ils disent aux États-Unis, on renforce une force plutôt que d'essayer d'aller travailler d'autres choses qui sont pas les qualités. Bien sûr, Plutôt corriger des faiblesses, quoi. on essaie de rendre nos joueurs les plus complets possibles, mais on va essayer, si c'est une force, on va vraiment essayer de renforcer la force. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive un peu à avoir des porteurs de balles de la sorte. Jalen Williams, il est porteur de balle principal quand il est à Santa Clara. Pour une position, il est porteur de balle principal aussi. Maintenant, en NBA, il y en a un qui est porteur de balle secondaire et l'autre qui est super connecteur, quoi. Donc, c'est là que le niveau, il change encore. Parce que ces gars-là, quand ils sont chez nous, bah, ils ont le ballon pendant 35 minutes, quoi. Et ils prennent des écrans, ils prennent des pick and roll, ils ont la balle, ils la poussent en transition. Donc, c'est, euh, mais c'est cette idée de renforcer une force à notre niveau qui fait que on n'est pas au niveau NBA encore. On est au niveau un peu en dessous. Donc, avec un joueur de qualité supérieure, si tu lui donnes la balle et que tu travailles avec ses forces, tu peux vraiment avoir quelque chose de positif. Mais vous voulez pas faire des Kendall Marshall, quoi. Je sais pas, vous avez parlé de pass first runner direct, j'ai pensé à lui. Non, on en a pas. C'est pas vraiment dans la philosophie. Je sais pas si c'est dans la philosophie. On va dire que mon head coach, c'est quelqu'un qui adore le shoot extérieur. Et donc, il veut des joueurs qui ont les trois compétences, passer, dribbler, shooter. C'est quelque chose qu'il recherche vraiment. Et donc, généralement, quand on arrive toujours à avoir cette espèce d'ailier qui peut un peu avoir la balle en main, qui peut scorer. Et vu que souvent, bah, c'est un joueur qui est plus grand, qui est plus long, qui est plus athlétique, et ben lui donner le ballon, ça permet de créer pas mal d'avantages. Et notre meneur, ce qui est en gros le meneur, c'est un bon shooter, donc il peut jouer à côté de ça. Donc, mais si un jour on tombe sur le meilleur meneur gestionnaire et que c'est celui qui te permet de gagner des matchs, et ben c'est comme ça qu'on va jouer. À la fin, il faut juste essayer de gagner des matchs, quoi. C'est là où ce qu'on vient de dire sur le fait que vous vivez un peu, pas au jour le jour, mais à l'année, bah, ça amène une nécessité d'ajustement. Alors, quand on a fait la trame, et qu'on a un peu balancé nos idées, Alan, t'avais pas mis la défense. Et pourtant, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je pense qu'au bout de 6 mois à Santa Clara, 7 mois, tu nous avais dit, dans un des rares messages qu'Alan nous envoie, il ne parle jamais, je rigole. La défense, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et c'est là où moi, j'étais un peu surpris que tu ne le mettes pas. Donc, j'étais un peu forcé la main. Alors, la défense, c'est un peu large, mais est-ce qu'il y a des petites billes comme ça sur ce qui a changé depuis 2022 pour toi dans ton approche de la défense, ta vision de la défense, etc. Qui est un aspect qui est totalement on va être très honnête, dans l'analyse globale, c'est sous-discuté, on va dire, sur le basket. Ouais, non, la défense, c'est vraiment super compliqué. Un. Et deux, c'est vraiment trop cool. Bon, en fait, quand je suis arrivé, donc, vu que j'avais un peu ce passé de faire des scouting reports, ils m'ont mis sur l'équipe de scouting défensive. Et donc, en fait, je devais préparer les scouting reports individuels des joueurs qu'on jouait, préparer un petit truc rapide et faire de la vidéo. Et en fait, c'est ce qu'on montre aux joueurs 48 heures avant le match, puis le matin avant le match. Voilà un petit peu ce qu'on appelle le personnel. Voilà. C'est quoi le personnel de l'équipe contre qui on va jouer? Bah, c'est ça. Voilà, top 8 des joueurs, un peu de vidéo et tout ça. Donc, mais quand tu fais ça, tu dois faire ça avec le coach qui prépare la tactique défensive parce que c'est lui qui fait tout ça. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec notre coordinateur défensif à regarder, donc en fait, faire un peu mettre en place le plan de jeu défensif, en fait. Mais en fait, pour ça, ce qu'il m'a dit toujours très rapidement, et ça met toujours dans ma tête, c'est en gros, si tu veux être un coordinateur défensif, en fait, il faut être un excellent
faut comprendre l'attaque de manière très excellente en fait. Souvent on pense que les meilleurs coordinateurs défensifs ils font que de la défense. Bah non, parce qu'en fait ils comprennent l'attaque limite mieux que la défense, parce que ils veulent mettre en place quelque chose faut comprendre ce que tu veux stopper en fait. Il faut comprendre ce que l'attaque veut faire et ce qu'elle essaye de faire sur chaque play pour essayer un peu de la contrer. Ça déjà c'est premier truc qui m'est resté en tête. Et deuxièmement, il y a des petites billes. C'est vrai que moi j'avais pas le. Souvent on parle dans les podcasts américains, ils parlent de shrink the floor, donc c'est un peu resserrer le terrain. Ouais. Resserrer le terrain, c'est un truc. Moi bien sûr je joue au basket, j'ai joué un petit peu au basket, j'en regardais, mais j'avais pas cette idée qu'en fait on pouvait vraiment embêter une attaque de drive par vraiment resserrer et mettre le plus de gens possible autour de la raquette. Et tu as l'impression que tu défends pas ton joueur, mais en fait, tu le défends. En fait, tu le défends même si on crée une espèce de forteresse. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment choqué la première fois qu'il m'avait montré les trucs. Deuxièmement, il faut toujours défendre inside out plutôt que outside in. C'est-à-dire qu'en fait, sur les drives, tu veux toujours que tu veux pas être collé à ton joueur, puis le drive t'y vas, et il fait la passe, après tu reviens. Tu veux être déjà prêt, tu veux déjà être à l'intérieur, tu poses ce drive et ensuite tu peux flow. Là, il faut regarder la vidéo. Hein. Là, je montre. Et en fait, tu peux flow sur ton joueur. Donc ça, c'est des petites billes que j'ai compris qui sont des billes simples, mais que maintenant, quand je suis avec lui pour faire le plan de jeu défensif, je me dis, ah ok, c'est la base de notre défense, c'est notre philosophie. Et ensuite, je dirais que la bataille des possessions, depuis 1 an, c'est un truc qui défensivement change un peu le plan de jeu. On a fait beaucoup de batailles des possessions l'année dernière parce qu'on n'avait pas un protecteur de cercle. On n'avait pas notre pivot notre pivot titulaire était un hub offensif stretch 5. Voilà. C'est comme si on jouait avec pivot unique au poste 5, voilà, en NBA. Et donc on s'est dit en défense, on va pas être très bon on va pas être, c'est pas un bon rebondeur individuellement et c'est pas un bon protecteur de cercle. Comment on peut quand même essayer de dominer le rebond? Et donc ça a été mis, le rebond est un peu, c'est venu greffer à la tactique défensive. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont marqué depuis quelques années. Mais c'est vrai que je pensais qu'on me rendait un peu la défense, mais en fait, quand je regardais du basket avant, je regardais beaucoup le ballon. Parce que voilà, on est des fans de basket, des fois on regarde les superstars qui ont la balle et c'est normal, c'est ce qu'on fait tous. Mais c'est vrai que passer un peu de l'autre côté, avoir la souris qui peut s'arrêter toutes les 2 secondes, revenir en arrière, pouvoir coder aussi les différents types de plays et tout ça et les revenir en arrière, ça peut permettre d'avoir une lecture différente. Et franchement, c'est un truc que j'ai le plus appris. Ça laisse un peu, moi, de mon point de vue à moi, ça nous laisse penser que on est plus dans une notion d'espace que de joueur, en fait. C'est-à-dire que c'est l'espace qui compte plus que... Totalement. Je maintiens ma take que dans tous les sports, la défense est plus intéressante que l'attaque. Mais que elle est plus difficile à appréhender. Et que la voie que prend beaucoup de sports, c'est de faciliter l'attaque, alors que la beauté, c'est la défense. Mais bref. Alors là, les gars, on a des idées en vrac pour terminer. Alors, moi, elle est obligée, vu que comme on s'est dit, je suis obligé de te lancer direct dessus. Désolé Tom, je continue avec Alan. J'aime pas la nouvelle loterie. Non, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que cette année, on regarde la loterie après un entraînement avec mon staff et la première chose que tout le monde a dit, c'est truqué. Alors, on est tous dans le business, on connaît tous des gens qui travaillent pour les franchises, on connaît tous de ça et donc ça m'a fait marrer. C'est pas que c'est truqué, je pense que ça allait pas, mais c'est que on parle beaucoup plus du système que des joueurs, j'ai l'impression, depuis quelques années. Alors, des fois on peut dire qu'on fait ça parce que la classe de draft elle est moins entre guillemets et parce que ça veut rien dire, moins forte, mais je sais pas, je trouve qu'on parle beaucoup, pas mal de fois on parle beaucoup plus du système et de son injustice plutôt que des joueurs. C'est pour ça que j'ai mis ça. Moi, c'est tout simplement que les moins bonnes équipes ont plus de mal à se renforcer, en fait, de ce qui va contre la philosophie de la draft, en fait, ce qui n'a aucun sens. Voilà, tout simplement. C'est l'une des choses sur lesquelles avec Ben, on
on n'est pas d'accord. Il y a des choses avec Ben, il y a très peu de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Je me souviens, le small ball, le grand débat small ball de l'époque. Mais quand on n'est pas d'accord, on le sera jamais, je pense. Et ben moi, par rapport à ça, moi, par rapport à la draft, encore une fois, hein, moi, je trouve que c'est trop tôt, parce qu'il n'y a pas eu assez encore une fois, tu vois, on parlait de la notion de les équipes qui shootent à 66% à 3 points ouverts, et vous shootez à 25. Il n'y a pas eu assez de tirages, en fait. Si ça se trouve, les 10 prochains tirages, ben, ce sera les pires équipes qui auront les meilleurs choix, comme d'habitude. Ouais, mais vu ça fait combien de temps que ça s'est mis en place? Ça fait quoi, 5 ans? 4-5 ans? Ouais, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus, hein. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que structurellement, t'auras jamais assez de tirages pour faire des évaluations statistiques. Parce que d'ici à ce que t'aies le bon nombre de tirages, il y aura déjà eu une nouvelle réforme, en fait. C'est vrai. Potentiellement, oui. Restons sur la draft. Alors, celle-ci, elle me fait marrer parce qu'il y a Alan, je suis obligé de la dire. Les experts draft, vous vous trompez parfois et c'est pas grave. C'est ça une de mes conclusions, c'est que si vous prenez le cheminement, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre là, celle-ci, vous prenez le cheminement de tout le podcast, il y a tellement d'éléments incontrôlables, c'est pas grave. Et je dis ça aussi parce qu'il y a peut-être 10 ans, je m'intéressais plus à la draft que maintenant, où très honnêtement, je n'y intéresse pas du tout. Ça s'est entendu dans la draft expansion, je crois. Je connais très très peu de joueurs, ni la manière de prononcer leur nom, ce qui est quand même le plus gros symbole, et que la Summer League, contrairement à Alan qui y participe, moi, c'est un moment où je me repose pendant la Summer League. Non, en fait, c'est juste que il y a tellement d'éléments qui font que un joueur peut être un échec en NBA que le blue chip player qui va pas se manquer n'existe pas. En fait, je veux dire, on a cité son nom il y a quelques minutes là, Ben Simmons, qui est un joueur qui était adoré par nous trois. Je pense qu'on peut dire que la trajectoire de carrière est liée à des éléments qui sont pas basket. En fait, voilà, son échec, qui sont peut-être plus psychologiques, sans m'avancer. Donc voilà, tu peux te tromper sur un joueur, et la solution, c'est pas juste l'environnement. Non, mais peut-être que le joueur en lui-même n'avait pas les compétences que tu pensais, n'a pas pu se développer, et c'est pas grave. Les meilleurs GM dans tous les sports expliquent que le facteur chance dans la draft, dans la détection de jeunes joueurs est prépondérant. Donc, voilà. Juste, vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne remet pas en cause vos qualités. Et par rapport à Alan qui était un peu plus dans ce monde du côté prospect, moi je me dirais que vraiment au niveau de la draft, c'est-à-dire que j'ai la sensation que il y a une certaine gargarisation quand on a un prospect qu'on pensait, voilà, un peu quelqu'un qui n'est pas sur les radars. Je vous l'avais dit. Voilà, le côté, je vous l'avais dit. Alors que en vrai, pour moi, alors Alan, tu me diras, hein, mais je trouve que le plus intéressant, c'est même si un prospect, entre guillemets, te donne tort, ben peut-être qu'il a totalement changé d'approche. Et en fait, les raisons pour lesquelles tu n'aimais pas le prospect, il a totalement changé. Tu vois, on parle de, tu vois, Zach Edey, par exemple, la projection qui a été faite de lui, ben c'est pas du tout la même chose à NBA. Ça veut pas dire que les gens qui le projetaient comme un pivot offensif un pivot qui était majoritairement offensif, qui faisait du post-up, ben peut-être que ces gens-là, ils ont raison que ça marchera pas NBA, sauf qu'en NBA, c'est pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça que voilà, parfois on s'attache, je trouve, hein, qu'il y a peut-être que, après c'est peut-être la bulle Twitter dans laquelle entre guillemets je suis, hein, que on s'attache beaucoup aux réussites et de dire voilà, je vous l'avais dit, il y a ça. Mais quand un prospect fait le contraire de ce qu'on pense, tu vois, il y a souvent le même de Toumani Camara, tu vois, le même de Toumani. Sauf que peut-être que c'est pas le même joueur au final. Et en fait, tu vois, les statistiques, ce qui se passe, c'est le passé. Alors le passé te permet de projeter entre guillemets ce qui peut potentiellement arriver. Ça te donne entre guillemets une grille où tu peux entre guillemets potentiellement te projeter, mais c'est en aucun cas un gage de futur. Le passé, c'est le passé, hein. Tu peux avoir quelqu'un, c'est pas parce que tu fais, je sais pas moi, 3 saisons à 40% à 3 points que ta quatrième sera à 40% à 3 points. Tu auras plus de chances de le faire, ou du moins ce sera moins une anomalie si tu le fais. Mais si tu fais une saison à 30, ben c'est possible. Ouais, clairement. Comme mon head coach m'a dit, on fait tous des erreurs, il faut juste avoir plus de réussite que d'erreurs, sinon, et en fait, c'est le cas de tous les meilleurs GM, hein. Et, je me souviens de Danny Ainge, Sam Presti, ils ont des flops, hein, tous, et c'est normal. Faut juste que tes réussites soient des grosses réussites,
et pas avoir trop de flops, quoi. C'est un talent de pas avoir trop de ratés, en réalité, parce que tu vas te rater, il y a la projection, il y a un facteur chance, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, donc ouais, non, on apprend plus de ses, souvent c'est rare, ouais, c'est une phrase qui veut tout rien dire, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, mais en réalité, c'est sur la draft, moi, ça m'a fait pas mal évoluer de pouvoir me planter royalement sur certains gars où c'est pas mon métier aujourd'hui, mais ça quand même aide aujourd'hui sur certaines mini projections que je dois faire sur des joueurs qu'on va potentiellement recruter et pas vraiment, et pas juste être dans du cliché ou du stéréotype de certains profils. Ça rappelle ce que tu avais, enfin, l'un des épisodes du One and Done où à l'époque tu parlais de Kevin Porter Jr. Et J'adorais qu'il y ait une porte. effectivement, c'est l'une de tes pas tics, mais une de tes analyses signatures en fait où t'étais, alors oui, t'étais un peu à contre-courant dessus, mais c'est parce que tu avais entre guillemets évalué certaines choses à certains contextes. Et encore une fois, tu disais bien que il y a il y a de, il y a, il y a de fortes chances que ça marche pas, mais si ça marche, c'est parce qu'il y a ça. Et en fait, ça, c'est plus intéressant, même si tu te trompes, c'est plus intéressant que, ouais, je me suis trompé ou je me suis pas trompé, quoi. Je me souviens, je crois que l'article, il est encore en ligne. Sur Envergure, j'avais écrit sur Jalen Green avant sa saison Ignite. Et à la fin, je dis, pour le profil, soit on a Zach Lavine, soit on a un mauvais scoreur micron en sortie de banc, en fait. Parce que l'écart entre le meilleur et le plus bas, il est énorme. Et j'avais dit, il faut quand même prendre le risque. Il faut quand même prendre le risque parce que c'est pour ça que j'avais très haut. C'est marrant, aujourd'hui, il est même plus dans l'équipe qu'il a tradé, qu'il a drafté, tellement ça va vite, quoi. Mais c'est un peu la même chose, c'est un peu le même genre de profil. Et en fait, on apprend ça. À l'époque, je pense qu'à l'époque, j'adorais ce genre de profil. J'aurais parié sur ce genre de profil. Aujourd'hui, je peux toujours parier dessus, mais je connais plus, je suis plus prêt à accepter de me tromper. Ou à l'époque, même si le joueur aurait pas été efficace, j'aurais toujours dit qu'il y aurait eu des choses positives. Et on parlait des réussites et des échecs, et c'est peut-être même là où tu parlais d'avoir de grandes réussites, Alan. Si on ramène ça à un front office NBA, on peut imaginer que ce qui te sauve, c'est justement d'avoir des grandes réussites. Parce que si tu fais 5 drafts corrects à drafter 5 role players, t'es peut-être mal, alors que celui qui aura fait 3 drafts catastrophiques, mais qui aura trouvé la superstar et un bon joueur, lui va probablement rester. Voilà. Ouais, clairement. Milwaukee, Clairement. bonjour. Je me suis dit, il passe à Giannis. Donc, avoir de grandes réussites, parfois, t'es plus défini par tes réussites que tes échecs, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, les gars, est-ce qu'il y en a une dernière? Alors, Tom, il y en a beaucoup de dernières. Est-ce qu'il y en a une dernière qui vous tient à cœur particulièrement? Moi, j'ai tout épuisé. On est à la fin de la trame. Je sais pas s'il y a un dernier point que vous voulez mettre en avant, chose que vous avez appris. Moi, j'en ai quelques-uns. Je vais laisser Alan, au pire, si t'as des choses, Alan, je vais laisser Alan finir. Oui, Comme ça, on finit avec le meilleur pour la fin. On laisse Alan finir. Après, on laisse le meilleur pour la fin. Si je vais faire des petits bullet points, être moins efficace ne veut pas dire être moins bon en attaque. Par exemple, j'en ai parlé justement dans le basket-up par rapport à Giannis, qui fait une saison où il est beaucoup moins efficace que sa saison dernière qui était exceptionnelle. Mais pour moi, c'est un meilleur joueur offensif tout simplement parce que voilà, il a les capacités de tir, la respectabilité qu'il a acquis sur notamment le pull-up à mi-distance font que même si ce sont des tirs qui sont moins rentables, c'est devenu un joueur qui est plus dangereux sur plusieurs types d'actions et qui est moins facilement stoppable. Donc de ce point de vue-là, la scalabilité, la fameuse notion de scalabilité, c'est théorique. Et en fait, pour moi, quelque chose que je faisais au début et que je fais plus maintenant, c'est décorréler le joueur du contexte dans lequel il joue. C'est-à-dire que c'est facile de faire des projections en disant que lui, lui, forcément, il a, par exemple, potentiellement, il peut être avec un autre porteur de balle parce qu'il peut jouer loin du ballon, tout ça. Sauf que dans le contexte dans lequel il fait pas ça. Hashtag, tu vois, Trae Young. On peut lui mettre, il shoot, on peut lui mettre quelqu'un d'autre qui a la balle en main pour qu'il shoot. On lui met des personnes qui peuvent prendre la balle en main, il reste quand même porteur de balle. Il reste quand même porteur de balle et voilà, il va pas
il va pas donner la balle à Dejounte Murray et se placer dans un corner, tu vois. C'est des choses comme ça où, voilà, la scalabilité, c'est vraiment très théorique. Ensuite, par rapport au contrat, ça c'est un adage Medine Dunkebdo, les contrats ne sont pas sur le terrain. Tu peux avoir les meilleurs contrats. C'est toi, tu as toujours dit. Les contrats ne sont pas sur le terrain et c'est bien beau d'avoir une équipe avec de bons contrats, sauf que ce qui compte, c'est le niveau des joueurs quand ils sont sur le terrain parce que les contrats ne gagnent pas des matchs. Isaiah, on pourrait appeler la a.k.a. Isaiah Hartenstein en soi. Voilà. Clairement. Et puis, dernière chose, c'est au niveau des prédictions et c'est pour ça que Vegas se trompe. Du moins, Vegas peut se tromper et c'est pour ça Ben, d'ailleurs, tu es très friand de ça. Quand Vegas se trompe, notamment sur la partie over-under ou Vegas ou les projections d'ESPN, c'est-à-dire que quand ils se trompent complètement, mais sur 80 à 90%, ils sont dans le bon range. Tu as juste une ou deux équipes sur lesquelles, et en fait, je trouve que, par exemple, par rapport aux prédictions qu'on peut voir, qui sont faites par des analystes, globalement, c'est-à-dire qu'ils oublient que parfois la saison régulière est un sport totalement différent des playoffs et ils font plus un power ranking dans les prédictions. Tu as plus des fois des power rankings de quelle équipe a le meilleur plafond plutôt que quelle équipe va pouvoir gagner le plus de matchs. Et c'est pour ça que tu as souvent des équipes, par exemple, le Jazz de Gobert, quand tu faisais des power rankings, ils sont moins bien classés, mais en saison régulière, c'est une machine. Les Wolves avec Gobert aussi. Ce sont des machines de saison régulière, tout simplement parce que ils ont un tel plancher que au final, tu sais que le plafond est limité pour les playoffs, mais le plancher pour accumuler des victoires, parce que, encore une fois, c'est comme dans les grands championnats, si par exemple on parle de foot, tu vas plus gagner ton championnat en battant les faibles et les moyens qu'en battant les concurrents directs. En fait, si dans un championnat, tu as 20 équipes où tu es sûr que tu es supérieur à eux et tu les bats, c'est pas contre les 10 derniers, les 10 autres équipes. Si tu fais 50%, tu es déjà à 60 victoires en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Tu vois, les Raptors de Dwayne Casey, c'était pareil. Les Hawks de Bud aussi, c'était pareil. C'est-à-dire que ils vont battre et exterminer les mauvaises équipes et ils vont arriver à faire un jeu égal contre les bonnes équipes, même si tu sais pertinemment que quand tu vas arriver au moment des playoffs, même s'ils ont gagné 60 victoires, jamais jamais les Raptors gagnent contre LeBron, tu vois. Et c'est pour ça que je pense d'un point de vue cynique, t'as peu d'intérêt à les mettre haut parce que au pire, si tu te trompes sur les Hawks en saison régulière, pourquoi je prends les Hawks d'ailleurs? Bref, parmi tous les exemples, si tu te trompes sur les Hawks en saison régulière mais qui se font bananer au deuxième tour par les Browns, t'as moins de honte qu'à ne pas avoir un peu surévalué l'équipe qui elle a plus de chances de l'éliminer. Je pense qu'il y a un aspect très cynique à ça. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a un dernier truc à ajouter? Tu as le droit de dire non. Tom en parlait la dernière fois. Le truc que j'ai le plus appris et qui me sert le plus au jour le jour, c'est si je veux évaluer un joueur, il me faut au moins 2 ou 3 contextes différents pour le voir. J'ai compris ça quand je regardais un peu des trucs de draft. Et je me rappelle à l'époque, je comprenais pas. Je dis, donc Devin Booker, il arrive en NBA et c'est pas le même joueur qu'on a vu en college. Avec Tyler Hero, c'est pareil. Jamal Murray, c'est pareil. Et donc, en fait, à l'époque, on disait, ouais, en fait, c'est plus par rapport, c'est John Calipari, c'est Kentucky. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le but de John Calipari, c'est pas que ces joueurs, ils aillent en NBA, c'est qu'ils gagnent le plus de matchs. Donc, si lui, il pense que les utiliser comme ça, et puis souvent, il avait des résultats plutôt positifs. Donc, ça voulait dire, mais en même temps, c'est des joueurs qui avaient d'autres habilités qu'ils avaient montrées dans d'autres contextes à l'époque. À l'époque, je me souviens, je parlais sur Twitter avec des gars qui faisaient des podcasts, donc de Step In, le site américain. Maintenant, ils bossent tous pour des front office NBA, ces gars. Ils bossent tous pour Houston. Ils bossent pour 4 front office, si on regarde. Ils bossent pour Houston, Memphis, Philadelphie, Oklahoma. Et en fait, ils parlaient de ça tout le temps.
Et donc maintenant, en fait, j'ai une règle quand je regarde un joueur, c'est qu'il me faut au moins 2 contextes. Donc pour un joueur qui est aux États-Unis, high school et AAU. Et pour les joueurs en Europe, bah, soit ils sont en équipe de jeunes avec le club dans lequel ils jouent, soit ils sont en équipe de jeunes avec leur pays. Et en fait, tu fais moins d'erreurs. Tu fais moins d'erreurs parce que tu fais toujours des erreurs, mais tu arrives quand même à essayer un peu quand même d'accrocher une plus grande partie du profil du joueur. Donc ça, c'est ma règle. Et en NBA aujourd'hui, c'est pareil. Franchement, si tu regardes des joueurs, bah, il y a certains joueurs, c'est vraiment pas les mêmes allez, un joueur qui va faire 6 ans NBA, s'il fait 2 équipes ou 3 équipes, tu peux vraiment essayer de voir plusieurs aspects de ce joueur-là pour essayer de le projeter et de projeter un peu sa qualité. Donc c'est un peu le plus grand truc qui me vient en tête. C'est là où on referme la boucle. La progression peut être non linéaire parce que un nouveau contexte lui offre de nouvelles opportunités, développer de nouvelles compétences, et qui est Jimmy Butler. En fait, genre, qui a pas le même jeu là où il va à chaque fois. Et même, tu vois, si on prend un des exemples tout simples, hein, parfois, c'est pas parce que des joueurs ne font plus quelque chose qu'ils faisaient dans d'autres équipes qu'ils sont plus capables de le faire, en fait. Tu vois, pour exemple, tu vois, si on prend un gars comme Kyle Anderson, il y a des passages où, voilà, Kyle Anderson, il est capable de remonter la balle, tu vois, de faire des entrées passes et tout ça. Bah, si on lui demande simplement d'aller dans le coin ou on lui demande d'aller dans le coin et de prendre des 3 points, mais ça veut pas dire qu'il sait plus faire ce qu'il faisait. Ça veut pas dire qu'il sait plus faire des pick and roll. C'est juste qu'on lui demande pas ça. C'est pas le skill set, c'est pas évaporé. Kyle Anderson qui a été coaché par un de mes assistants à UCLA et quand il en parle, je crois que c'est peut-être un de ses joueurs préférés de tous les temps. C'est un homme de goût. et Tom, t'apprécieras. Donc, il était dans le UCLA de Kyle Anderson. Jordan Adams. Et Jordan Adams. Ah. Exactement. Eh bien, quel moyen de conclure cet épisode de parler de l'amour de Tom pour cette équipe de UCLA des années 2010. Amour parfois incompréhensible, on va être très honnête, mais qui existe. Voilà, qui existe en tout cas. Eh bien, Anne, c'était un plaisir de te retrouver pour un épisode, tiens, je veux le dire sur la fin, qu'on avait essayé de construire autrement. En fait, il faut savoir que ça fait des semaines en fait qu'Alan, on se dit qu'on doit faire cet épisode et l'objectif c'était de prendre un peu Tom en traître et de faire arriver Alan comme un cheveu sur la soupe, je vais y arriver, au moment de l'enregistrement, quoi. Vraiment comme qu'il arrive. Catch, quand t'arrives. L'arrivée de Vince McMahon, tu vois, genre. Avec une démarche robotique. Et bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais même dire un truc à Tom, je crois que je ne l'ai pas encore dit, c'est que j'ai même demandé aux autres de ne pas remplir les trucs de présence avant que Tom le fasse. Ils ont tous reçu un message où je leur ai dit, vous ne répondez pas tant que Tom a répondu pour savoir si ça peut coller. Bon, les décalages horaires et les emplois du temps font que, au bout d'un moment, j'ai dit à Tom, bon, Tom, on va faire un épisode avec Alan, tu es disponible quand? Ce qui fait qu'on a démarré, qu'on a même vu le lever du soleil tellement, et qu'Alan va bientôt passer minuit, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il est temps pour certains d'aller terminer leur nuit, pour d'autres de la commencer, pour d'autres de l'achever. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. C'était un plaisir, Anne, de renouer avec toi et de faire cet épisode-là. C'était un très grand plaisir. J'espère que on se parle plus, comme tu dis. Donc, j'espère que les gens ont apprécié. Tu l'as très bien dit aussi, Alan, tu as fait un épisode chez Symbiose aussi. Donc, Alan est partout. Donc, allez l'écouter. Puis, allez supporter aussi Santa Clara. Voilà, qui est un peu l'équipe liée à Dunk Hebdo, même si on parle jamais NCAA, mais voilà, allez en tout cas les supporter. Et puis nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais c'était une discussion, les vieux réflexes n'ont pas été perdus parce que les relances et tout, on voit qu'il y a l'alchimie reste. En tout cas, merci Alan, merci Tom aussi. Tom, parce que toi et moi, on est dans un marathon aujourd'hui, mais les auditeurs vont s'en rendre compte la semaine prochaine. Puis d'ici là, merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci encore une fois Alan. Salut. Avec plaisir. Salut. J'ai hâte du DH20. Ah là là, Alan.